Fini les cierges, passons aux torches. Alternatives délinquantes à la journée du souvenir trans et attaque trans à venir, du 28 novembre 2011. Et là, l'article qu'on va... Coucou à toi, Nirilou. Bah, j'ai déjà dit coucou. Et du coup, là, ce qu'on va lire, ça fait écho à ce qui a eu lieu à la Pride de Paris cette année, c'est-à-dire une agression transphobe. La temporalité dans ma tête qui est fucked up. Va chercher. Ah, c'est dû au TDAH. Ok. T'inquiète, de toute façon, il n'y avait aucun jugement, évidemment, dans le... on n'est pas, comme j'ai dit, ici, on respecte les personnes neurodivergentes et neuroatypiques. À part si c'est synonyme, parce que comme ça permettrait de faire un message plus court. Bref. 28 novembre 2011. Tandis que des milliers de personnes dans les villes du monde entier se réunissaient le 20 novembre à la mémoire de 23 femmes transgenres assassinées l'année dernière, il y a le trigger warning. Salut Noxa. Ou sinon, tu es tombé dans une faille spatio-temporelle, ça m'arrive souvent. Attendez, je vais mettre un trigger warning, des fois que ce soit toujours pas évident. Il y a peut-être des gens qui sont des personnes nouvelles ici. Ah, je suis agacé. Voilà, donc trigger warning, on parle de violences sexistes, de violences sexuelles, de racisme aussi, je crois, parce que c'est un des textes très intersectionnels, avant la lettre, si je puis dire, parce qu'en France, on parlait pas d'intersectionnalité à cette époque-là encore. C'était il y a 10 ans quand même. Ça a avancé assez vite quand même, je trouve, en 10 ans. Bref. Donc, tandis que des milliers de personnes dans les villes du monde entier se réunissaient le 20 novembre à la mémoire de 23 femmes transgenres assassinées l'année dernière, selon la liste dressée par transgender.org, certains et certaines d'entre nous décidaient de se passer de cette occasion d'écouter en silence les politiciens et les politiciennes de la soi-disant, entre guillemets, communauté trans, réciter les noms de nos mortes et morts à la lumière des chandelles, même si ça semblait fort romantique. Je vois que ça parle de fight spatio-temporel. Nous avons préféré nous aventurer dans la nuit et le brouillard d'un automne du nord-ouest des États-Unis, pour graffer des slogans. Petit geste d'antagonisme contre l'État. Les agresseurs et les politiciens et politiciennes de gauche, qui abreuvent du sang des femmes trans leur campagne de législation et de réforme sur les crimes de haine. Nous nous opposons à la législation sur les crimes de haine, car nous sommes contre les prisons, contre la représentation rageante des flics en protecteurs. Car on refuse de se lever face à leurs juges, dans leur salle d'audience détestable. Car on s'oppose, même si ça ne nous surprend pas du tout, à l'utilisation d'une telle législation afin de défendre celles qui jouissent d'une position de pouvoir. Et parce que, au plus profond de nos âmes, nous sommes les ennemis jurés et criminels gonflés de haine de la société civilisée. Je tiens à rappeler qu'il y a des personnes trans qui sont enfermées et des femmes aussi qui sont enfermées parce que elles se sont défendues face à leurs agresseurs. Ok, Sylvie. Ok. Au bout de la nuit, les actes de vandalisme s'étaient multipliés sur les murs. Symboles trans, acerclés, slogans rageurs en large lettrage. Citation. Comptons les morts. Trop de trans, pas assez de porc. Fin de citation. Sans oublier les lettres d'argent de 5 mètres de large qui barraient le toit sombre d'une entreprise. Vengeance pour Shelley Hilliard. Acerclé, bashback. Voilà. Shelley Hilliard, plus connue sous le nom de Trésor, avec un grand T, donc son prénom, Trésor, était une femme trans de 19 ans originaire de Détroit. Ce mois-ci, un tatouage a pu identifier son torse calciné, retrouvé au bord d'une autoroute. Chrissy Bates a été retrouvée poignardée à mort dans son appartement de Minneapolis en janvier. Un meurtre abominable, qualifié entre guillemets d'exagéré. Tyra Trent a été étranglée à mort dans son appartement de Baltimore en février. Mademoiselle Nate Eugene Davis, a été abattue et laissée derrière une benne à ordures à Houston en juin. La Shai McLean a été abattue dans la rue à Washington DC en juillet. Camilla Guzman a été poignardée à mort par un client à New York en août. Gaurav Gopalan est morte d'un traumatisme crânien en septembre et Chastity Vickers a été abattue à Hollywood il y a tout juste 4 jours, le 16 novembre. C'est très dur. Ce ne sont là que quelques exemples d'homicides c'est écrit en français dans le texte, de transsexuels qui ont défrayé la chronique cette année, rien qu'aux États-Unis.
Des femmes dont tous ces journalistes à la langue de vipère résument la vie et la mort en 2 mots. Elles qui peuvent à peine contenir leur mépris pour les queers et ne font aucun effort pour dissimuler leur dédain envers les présumés putes ou criminels. Les enterrements se muent en mises en terre précipitées de cadavres mutilés, dans l'impatience d'avoir une tombe sur laquelle cracher. Le pasteur à l'enterrement de la Shai McLean en est un bon exemple. Non seulement s'est-il obstiné à parler d'elle au masculin, il est aussi allé jusqu'à pousser les nombreuses personnes trans présentes à quitter les lieux en déclarant que, cite, « c'est là le prix à payer lorsqu'on choisit un tel mode de vie ». Fin de citation. Tout en honorant à la mémoire de nos mortes et nos morts, n'oublions pas celles qui luttent encore, en particulier celles qui sont inculquées et où passent leur vie en cage. En juin, Catherine Carlson a été condamnée à purger 10 ans dans une prison de l'Idaho, après avoir été inculpée pour incendie criminel au premier degré, possession illégale d'une bombe, il s'agissait d'un faux dispositif explosif, et exhibitionnisme. Avant sa condamnation, elle s'était recluse des années durant dans son mobil-home, limitant ses sorties au minimum vital, environ tous les 10 jours pour se nourrir lorsque le café ne lui suffisait plus pour subsister. Chaque fois qu'elle sortait de chez elle, la police la harcelait. Malgré son changement de nom légal, effectif depuis plus de 30 ans, elle ne pouvait faire retirer son ancien nom de son permis de conduire. Elle fut emprisonnée à 4 reprises pour avoir conduit sans permis, dans un refus têtu et qui force le respect, face à l'État et ses tentatives de contrôle de son genre. Ces tourments ont fini par la mettre à bout. Catherine a apparemment fabriqué 4 bombes artisanales, les a laissées à côté d'une bonbonne de gaz, a mis le feu à son mobil-home et à son camion, puis s'est mise à marcher nue sur l'autoroute avant d'être arrêtée. Elle est actuellement au trou dans une prison pour hommes, malgré son opération de changement de sexe. La nuit du 5 juin à Minneapolis, Chris Shawn CC, donc C-E-C-E ça s'écrit, McDonald, a été agressée devant un bar parce qu'elle était noire et trans. On lui a brisé un verre sur le visage. Une bagarre a éclaté et quelques minutes plus tard, son agresseur, Dean Schmitz, mourait poignardé. CC a été arrêté, inculpé de meurtre, libéré sous caution après 1 mois passé en cellule d'isolement et attend à présent de passer en jugement. Note de bas de page. C.C. McDonald a depuis passé 19 mois dans 2 prisons pour hommes et a retrouvé sa liberté, à l'issue d'une grande mobilisation en faveur de sa libération. 3 femmes trans ont été arrêtées à la suite d'une attaque éclair groupée contre un Dunkin' Donuts à New York City, sur Christopher Street, dans la nuit du 16 mai. Christopher Street est une rue marquée par une riche histoire de résistance queer et trans, dont les émeutes de Stonewall, et par une apparente incapacité à se débarrasser de la jeunesse trans, féroce et sans-abri, qui a fait sa réputation, en dépit de décennies de gentrification et de campagnes d'amélioration de la qualité de vie, entre guillemets, dans le quartier. Au cours de l'attaque, une vingtaine de jeunes transgenres ont pris d'assaut la boutique, jeté des chaises, détruit des machines à café coûteuses et pillé des marchandises. Celles qui ont été arrêtées ont été poursuivis pour voies de fait, actes délictueux, menaces, émeutes et détention criminelle d'une arme. En août, l'officier Kenneth Fure, je sais pas comment on prononce, pardon, qui n'était pas en service, s'est permis de nous rappeler que la police est l'ennemi absolu. Il s'est fâché lorsque, persuadé que son salaire de porc pouvait bien acheter n'importe quel corps trans croisé dans la rue, 3 femmes trans de Washington DC ont refusé de se plier à ses désirs. Sa colère était telle qu'il est monté sur le toit de leur voiture avant de tirer sur les passagers. Une balle a frôlé une des femmes, une autre a été blessée à la main, et le frère d'une des femmes a touché à la poitrine. Les flics ont eu la gentillesse de se pointer pour escorter les personnes blessées à l'hôpital, menottes au poignet. Il y a quelques jours, à El Centro, en Californie, Brooke Fantelli a été tasée à plusieurs reprises par un garde forestier du bureau de gestion du territoire. Brooke a d'abord été arrêtée pour ivresse sur la voie publique alors qu'elle prenait des photos dans le désert. Après un contrôle d'identité, le garde lui a dit « Tu étais un mec avant !» et l'a tasée alors qu'elle avait les mains en l'air. Une fois qu'elle était à terre, il l'a de nouveau tasée, cette fois au niveau du sexe. Ce mois également, Andrea Jones a été arrêtée pour exhibitionnisme, ou plus exactement pour avoir montré à quel point le système judiciaire est un dispositif de contrôle aberrant et brutal. Andrea est allée seins nus au service des permis de conduire du Tennessee, qui avait refusé d'effectuer le changement de genre sur son permis de conduire pour le mettre au féminin.
En tant que homme, entre guillemets, elle avait, comme elle l'a très bien dit, le droit d'enlever le haut. Elle a écopé de 3 semaines de prison ferme, perdu son travail et va vraisemblablement être inscrite au registre des délinquantes sexuelles. Comme d'habitude, libre aux flics et aux magistrats de nous violer, de nous jeter en pâture à la violence sexuelle, tout en condamnant leurs otages pour délinquance sexuelle, je cite. Les plus vulnérables face à cette tactique de l'État sont les personnes dont le genre varie. Entre... Bande de connards, oui. Note de bas de page. Gender variant. Personne dont le genre ne s'inscrit pas dans le carcan habituel, mais qui relève d'une variété bien au-delà de tout binarisme. Les détenus queer et les hommes noirs que les médias diabolisent et accusent de violeurs, entre guillemets, à grand renfort de campagnes de diffamation raciste à chaque fois qu'un policier se fait tirer dessus. Et on a une situation un peu similaire en France à chaque fois qu'une personne racisée meurt ou se fait gravement blesser par la police. Diffamation sur diffamation pour défendre le policier. Bref. Enfin, nous voulons citer Amazon, une lesbienne transsexuelle emprisonnée depuis 30 ans et condamnée à perpétuité en Californie. Dans une lettre publiée dans la newsletter de Black and Pink en début d'année, elle dit « J'appartiens au collectif Gender Anarchy en prison. » Gender Anarchy, ça veut dire anarchie du genre. Nous sommes une organisation militante luttant pour la santé des transsexuels grâce à l'accès aux hormones féminines et à la chirurgie de répartition sexuelle et contre toutes les formes de haine, de génocide et de discrimination perpétrées par les flics comme par les prisonniers, ainsi qu'une structure d'autodéfense qui se battra, s'est battue et se bat pour les siens et les siennes dans les cours de prison. Je suis actuellement au trou pour violence sur un détenu avec usage d'une arme. 2 autres filles sont ici avec moi. L'une d'elles est accusée de 3 chefs d'agression sur un membre du personnel qui lui avait sauté dessus. L'autodéfense agressive est notre mode de survie. Fin de citation. Elle dénonce ensuite le militantisme et l'engagement politique, leur préférant, entre guillemets, la folie d'une bonne guerre civile post-apocalyptique. Fin de citation. Est nécessaire, mais désespérément entravée par le mythe de la paix sociale. Suite de citation. La prison, c'est le gouvernement. Advienne que pourra, aucun gouvernement au monde ne va permettre à quiconque de démanteler ces prisons. Par conséquent, afin de réellement abolir les prisons, le gouvernement doit être détruit, renversé. Fin de citation. Trinquons à la fin du système capitaliste, que la police protège en nous emprisonnant, à la liberté pour les femmes trans et à la liberté pour chacun et chacune d'entre nous. Le cœur embrasé par le deuil de nos êtres chers, que leur ville brûle à leur tour. Dean Smith, n'était pas le premier, il ne sera pas le dernier. En majuscule, pas de commémoration sans vengeance, nous ne reposerons pas en paix. Ouais, c'était chaud, mais d'habitude, j'ai l'habitude de lire ces trucs-là, même ce texte-là, je l'ai lu plusieurs fois avant, mais là, ça m'a fait vraiment encore plus de mal, je sais pas. Peut-être le fait d'être en public, de le lire en public, ça m'a encore plus touché, je sais pas. Bashback est mort. Ah, c'est peut-être aussi le fait que je commence à entreapercevoir ce genre de violence. C'est peut-être parce que... Ouais, soutien, ouais, t'inquiète, moi j'en suis pas à ce stade-là, mais je commence à entreapercevoir ce genre de violence et du coup c'est peut-être pour ça que ça me touche encore plus. J'ai pas encore été au point où me faire agresser dans un bar, parce que ça se voyait que... Voilà. Mais voilà, je commence déjà à voir des trucs, les gens qui me pointent du doigt, les sourires moqueurs. Ça résonne chez moi. Bah oui, je suis une personne transgenre et queer en général, je suis aussi pas hétéro, voilà, etc. Donc du coup, ouais, ça me touche plus maintenant que je commence à le vivre au jour le jour, quoi. Je pense que c'est pour ça. Alors, tract suivant, qui est très très long, ça devait pas être un tract, ça devait être une petite brochure, je sais pas. Vu la taille du bouquin, du bousin, il fait près de 20 pages. Bonsoir, Bubu Radical. Un truc vénère pour moi cette semaine, bonne nuit, gauche sur toi. Merci, bonne nuit à toi, Bubu Radical. Ah ouais, non, mais j'espère que ça m'arrivera pas. Bon, bah, après, faut pas... ça rire nerveux, mais faut pas se leurrer, ça arrive à une personne sur 2, une trans sur 2. Donc, espérons que je sois pas cette personne sur 2, quoi. Bref. Bashback est mort, vive Bashback. Remarque finale par Tegan et Anneli. Ah d'accord, donc c'est un des derniers... C'est un des derniers textes du mouvement Bashback officiellement, donc c'est une sorte de conclusion. Mais on va pas s'arrêter là-dessus, je crois que je ferai une autre émission demain avec des textes qui sont en gros un petit peu qui n'ont pas, si j'ai bien compris, c'est des tout petits textes. Les textes suivants sont des tout petits textes qui n'ont pas forcément un lien direct avec Bashback, mais qui sont quand même liés.
d'une certaine manière, un peu indirectement. Bref, Bashback est mort, vive Bashback, remarque finale par Tegan et Anneli. Il est malaisé de parler de conclusion, d'annoncer la fin d'un projet, de lui dire adieu. Il est plus ardu encore de réfléchir à notre activité, d'apprendre de nos erreurs et de reconnaître nos réussites. Quoi qu'il en soit, c'est une compétence que les anarchistes ont besoin de développer. À une époque où les anciens modèles d'organisation anarchistes sont en état de décomposition, et où des permutations bizarres entre tactique et éthique anarchiste se répandent comme une traînée de poudre, une pratique d'autocritique pourrait se révéler une arme puissante. Ce qui suit est une tentative de la part d'un ou une participante de dresser un tel bilan de la tendance bashback au sens large. Écrit en quête d'une tendance insurrectionnaliste queer plus féroce. Si vous trouvez mes mots chaotiques, j'espère que vous comprendrez ce chaos comme un reflet du queer et de l'anarchie intrinsèque à ce projet. Pour résumer, queer, c'est tout ce qui s'oppose à la normalisation, à la norme hétérosexuelle, à la norme hétéro-patriarcale, c'est ce genre. Ah aussi, j'ai oublié de rajouter un autre commentaire sur le texte d'avant rapidement. Ce que j'aime bien, c'est que tout ce qui est décrit là, tout ce qu'on a décrit, c'était pas juste pour qu'on pleure et qu'on soit triste, c'est aussi pour qu'on soit vénère et qu'on comprenne qu'en fait, faut pas juste se contenter de faire des commémorations. Basiquement, voilà, faut pas se limiter à pleurer et à se recueillir sur une tombe. C'est quelque chose qu'il faut faire si on a besoin pour le deuil, etc. Mais il faut aussi casser des gueules, je suis désolé, voilà, casser des genoux. Il me semble qu'il y a des textes que j'ai dû sauter, je sais plus pourquoi, qui décrivent des moments où des agresseurs se font casser la gueule par des personnes queer qui revendiquent l'attaque. Voilà. Et je sais pas si on va lire un passage de ce genre-là, qui est très intéressant, mais je l'ai pas retrouvé dans le texte. Et il est possible qu'il soit dans un des textes que j'ai passés, parce que le reste était un peu problématique. Il y a des gens qui ont trop de genoux, ouais, pendant que d'autres n'en ont pas assez, malheureusement. Comme il y avait une réplique, bon c'est un peu viriliste, mais c'est quand quelqu'un t'emmerde, tu peux lui dire oula, t'as un permis genou là pour tes genoux là, t'as un permis pour tes genoux. Voilà, bon bref, bref, je continue le texte. Parler de la mort d'une organisation reflète généralement un événement négatif, mais cela repose sur l'hypothèse selon laquelle la permanence d'une organisation serait une bonne chose. Une fois cette hypothèse dépassée, la question devient: avons-nous atteint nos objectifs avec cette organisation, c'est-à-dire avec cet outil? Si la réponse est affirmative, si l'organisation a été poussée jusqu'à ses limites, peut-être sa mort est-elle méritée. Si Bashback est mort, la résurgence de l'activité anarchiste queer du réseau demeure. Certaines relations actuelles n'auraient pas vu le jour sans la création de Bashback. Lorsque nos projets atteignent leur date de péremption, on ne devrait pas s'inquiéter de les ranger parmi les affaires classées. Ça, c'est un extrait d'un texte qu'on a déjà lu lors de la précédente séance de lecture, qui s'appelle « De la disparition de Bashback ». La difficulté intrinsèque à toute conclusion se complique de façon exponentielle lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi diffus et insaisissable que celui de Bashback. Tout au long de son existence, l'essence de Bashback a fait l'objet d'une pléthore d'interprétations, un réseau d'anarchistes queer, un gang, une tendance, une organisation terroriste gay, un mode de vie, un groupe terrorique. La réponse diffère en fonction de l'interlocutrice. La réponse correcte est peut-être que Bashback, fidèle à la forme queer, problématise chacune de ces catégories. Toute analyse de Bashback est vouée à l'échec si elle ne reconnaît pas la nécessité de comprendre chacune de ces possibilités à la fois indépendamment et simultanément. En tant que réseau formel, qui par exemple pourrait comparaître au banc des accusés lors d'un procès, Bashback est certainement mort. En tant que terroriste préféré de la droite chrétienne comme des queers de gauche, il n'a bien sûr jamais existé en dehors d'un spectacle. En tant que tendance théorique, les hypothèses qui sont au cœur de Bashback continuent à prospérer. Queer negation, donc la négation queer, la négation de la normalité, de la norme hétéro. Gender mutiny, donc la mutinerie de genre, le fait de se révolter face à la constante injustice. Not your sister, donc ça on avait lu lors de la dernière fois, c'est une sorte de regroupement au sein de Bashback de personnes qui s'opposent à la transphobie des personnes cis au sein des LGBT, si je me souviens bien. Biden, je sais pas ce que c'est. Filth and Glitter, je sais pas ce que c'est. Et Outlaw Bodies. Donc note de bas de page, tout ce qu'on vient de dire là, c'est une constellation de publications ou groupes qui ont succédé ou survécu à Bashback. Voilà. Fin de note.
Tant d'instruments et de masques pour un engagement fidèle et sans faille envers tout ce qui est négatif et rebelle au cœur du queer. En tant qu'ensemble de stratégie de gang, Bashback est sans aucun doute encore bien en vie. Alors même que nous travaillons sur une anthologie, notre tâche est sans cesse démultipliée. Encore des nazis au crâne défoncé par des PD, plus de queers qui se soulèvent juste pour le plaisir de l'émeute, une autre église attaquée, encore un journaliste déconcerté faisant un reportage sur un gang queer qui sème la violence dans les quartiers chauds. Encore des avocats et avocates à payer, des camarades réincarcérés à qui écrire, des relations à améliorer, des amitiés à soutenir, des amants amantes à embrasser. À bien des égards, cet éloge d'un nom ne cache qu'une étreinte zombie. Une étreinte zombie, bizarre, à laquelle se livrent de nombreuses personnes impliquées dans le projet. De la même façon que la mort de Bashback peut être prononcée, son essence prospère au-delà de la tombe, pour hanter le monde straight, donc le monde hétéro. C'est pourquoi nous le disons haut et fort, Bashback est mort, vive Bashback. Quel est notre but? La réponse à cette question préfigure et détermine tout le reste. Voulons-nous d'une société plus sympathique, plus amicale, plus diverse, inclusive, radicale, où la médiation serait omniprésente, en bref une version moins pourrie de cette société de merde? Ou voulons-nous la voir brûler? Nous intéressons-nous au progrès ou à la rupture? Est-ce que nous nous satisferons de tout cela à condition que ce soit un peu différent? Où sommes-nous insatiables? Si c'est un capitalisme queer que vous voulez, s'il vous plaît, restez chez vous. Si vous voulez détruire le capitalisme, on se dit à bientôt à Denver. Ça, c'est un extrait d'un texte qui s'appelle Questions abordées avant Denver, présent dans la première édition de Queer Ultraviolence, Ultraviolence Queer en anglais. Ok. Bien que la forme unique et indéterminée de Bashback explique en grande partie sa propagation rapide ainsi que son énergie imprévisible, elle a sûrement aussi porté en elle les germes de ses ultimes schismes et de sa dissolution finale. Pardon, j'ai eu peur qu'il y ait encore un truc problématique. D'autres articles de cette anthologie effectuent un travail de fond afin d'articuler l'ascension et la chute de Bashback en tant que projet et méritent d'être lus dans leur intégralité, à savoir de la disparition de Bashback qu'on a lu la dernière fois. Plutôt que de continuer à citer ces analyses de manière exhaustive, j'ai tenté ci-dessous de délimiter et d'aborder les problèmes et les tensions spécifiques qui se sont épanouis au sein de Bashback, et ce afin de célébrer leur potentiel inhérent. À ces fins, dans les pages qui suivent, je forme un récit de ces conflits axés spécifiquement autour des questions de violence et d'identité. Il convient de noter que l'une des ambiguïtés les plus dangereuses au sein de Bashback semblait liée à la forme en soi. Plus que les divisions sur le sujet de la violence et de l'identité, les oscillations entre activités illicites ou clandestines furent remarquables. Pour préserver notre sécurité, il n'était probablement pas très sage d'attribuer le même nom à un repas de soutien qu'à des attaques criminelles. Et pourtant, du point de vue de l'expérimentation sauvage du conflit, c'est précisément ce flou qui a rendu Bashback si intéressant. Dans notre révolte, là c'est tiré de Intimité criminelle, un autre texte. Dans notre révolte, nous développons une forme de jeu. Nous expérimentons l'autonomie, la puissance et la force. Nous n'avons rien déboursé pour ces habits et nous payons très rarement notre nourriture. Nous volons sur nos lieux de travail et nous nous prostituons pour avoir de quoi vivre. Nous baisons en public et nous n'avons jamais joui si fort. Nous partageons nos conseils et escroqueries entre ragots et préliminaires. Nous avons pillé des lieux jusqu'à la moelle et partagé le butin dans la joie. Nous détruisons les choses de la nuit et nous marchons main dans la main en sautillant sur le chemin du retour. Nous faisons sans cesse grandir nos structures de soutien informelles et nous serons toujours là, les uns les unes pour les autres. Par nos gangbangs, nos émeutes et nos hold-up, nous articulons la collectivité et l'approfondissement de ces ruptures. Donc c'est tiré de Intimité criminelle qu'on a lu la séance d'avant, je crois. Une façon de décrire ce potentiel serait de l'aborder à travers la notion de forme de vie, définie par Giorgio Agamben en tant que vie qui ne peut jamais être séparée de sa forme. Citation donc de ce fameux Giorgio Agamben dans Moyens sans fin, note sur la politique, aux éditions Rivage en 2002. Donc, elle définit une vie, la vie humaine, dans laquelle tous les modes, les actes et les processus du vivre ne sont jamais simplement des faits, mais toujours et avant tout des possibilités de vie, toujours et avant tout des puissances. Fin de citation. En suivant...
Je vois qu'on me conseille de boire, c'est bien. En suivant cette définition, je souhaite formuler une manière non militante et non identitaire de comprendre et de parler du sujet qui a été façonné par l'intermédiaire du projet Bashback. En décrivant les participants honteux de Bashback comme une forme de vie, je fais l'effort d'écarter toute une série de concepts et de modes de pensée qui ne nous feraient pas avancer. Je veux tout simplement venir à bout, et pour de bon, des notions de politique, de l'identité et d'activisme identitaire. Bashback ne doit pas être comprise comme une séquence d'efforts militants, ni comme une articulation d'une politique identitaire militante. Le fait qu'elle peut être ainsi identifiée représente un échec. Bashback n'avait pas trait aux problématiques ou à la politique queer. Au lieu de cela, le projet prenait comme point de départ la vie de ses participants honteux. Plutôt que les leitmotifs de la victimisation et de la charité régurgités ad nauseam dans les milieux militants, la tendance de Bashback prenait comme point de départ la vie queer en elle-même. Celles qui participèrent à cette tendance organisèrent un espace au sein duquel elles pouvaient vivre véritablement et un réseau leur permettant de défendre cet espace. J'ai vécu Bashback comme une fusion de désirs, dispositions, actes, processus, gestes et complicité. Bashback s'inscrit aussi bien dans les actes criminels que dans la pratique sexuelle, aussi bien dans la stratégie que dans le style. Le processus de Bashback et l'émergence de la forme de vie qui lui correspond demandent moins à être lu en termes de quoi et de qui qu'en termes de comment. Ce comment, c'est le comment de l'organisation, mais aussi de la survie, de la violence, de l'amour, de la vie même. Ainsi, quelles qu'étaient les limites de Bashback, c'est le comment qui démontre vraiment le potentiel insurrectionnaliste dont je fais l'éloge. Sous chapitre, je sais pas, comment la non-violence protège les hétéros. Et là on a un extrait de Vers la plus queer des insurrections, donc le texte dont le livre qu'on est en train de lire tient le nom, qu'on a déjà lu je crois la séance d'avant. On défonce une tapette parce que sa présentation de genre est beaucoup trop féminine. Un homme trans précaire n'a pas les moyens de payer ses hormones salvatrices. Une travailleuse du sexe est assassinée par son client. Une personne genderqueer est violée parce que tout ce qu'il lui fallait pour être remise dans le chemin straight, c'était une bonne baise. 4 lesbiennes noires sont envoyées en prison pour avoir osé se défendre contre un agresseur hétéro. Les flics nous agressent dans la rue et les compagnies pharmaceutiques détruisent nos corps car nous n'avons pas un centime à leur donner. Fin de citation. Alors je m'apprête à écrire ces remarques finales. Le monde est témoin d'une troublante suite d'événements. Un étrange mouvement populiste de gauche a fait son apparition. Il s'approprie les outils anarchistes. La langue, entre guillemets, Occupez tout, donc référence à Occupy Wall Street, et la forme, consensus, assemblée, etc. En les vidant pourtant de tout contenu anarchiste. Et ça, j'aime bien le constat qui est fait 10 ans en avance sur le constat que je fais maintenant sur les anarcho-sosdem, ce que j'appelle les anarcho-sosdem que j'ai pas le temps de décrire aujourd'hui. En les vidant pourtant de tout contenu anarchiste. Le sentiment majoritaire parmi les nouveaux occupants semble plutôt être un engouement à la fois extrêmement confus et dogmatique pour la, entre guillemets, non-violence. Au sein de la plupart des nouvelles occupations, cela s'est traduit par une obéissance stricte, quasi obsessionnelle à la police, par un rejet absurde et anhistorique des luttes des résistances passées, et par une dénonciation véhémente, ironiquement violente pour le coup, de toutes celles qui osent défier l'hégémonie pacifiste. Dans un tel contexte de servilité répugnante et vomitive, il est rafraîchissant de révisiter les textes compilés dans cette anthologie. Le nom de Bashback porte en lui tout ce qui doit être dit à propos de la violence, un ensemble d'activités violentes répondant à une violence primaire. Bashback prend comme point de départ, non pas la peur ou le rejet de la violence, mais plutôt la réalité de la violence dans le contexte de la vie queer. C'est pourquoi nous disons qu'il n'était pas question de violence au sein de la tendance Bashback. Ce n'était ni une question morale, ni une question politique. Les participants au réseau faisaient l'expérience de la violence comme une réalité vécue, une série de questions tactiques, une éthique guerrière. Cette anthologie porte en elle tout un discours sur la violence qui est spécifique au milieu dans lequel elle est née. Ces voix se situent dans une lecture de l'histoire de la résistance queer, une lecture qui embrasse le débordement des moments violents. Des textes comme Vers la plus queer des insurrections et Chronologie de l'insurrection genderfuck, qu'on a lu de la séance d'avant, qui est normalement qui n'est pas encore sur YouTube mais que ça ne saurait tarder, explorent les chevauchements et les divergences de tendances historiques d'une violence queer tombée dans l'oubli, depuis les soulèvements médiévaux genderqueer en Europe, en passant par l'émeute de la cafétéria de Compton et la rébellion de la Nuit Blanche à San Francisco. Bien que les tentatives de dresser une chronologie de cette résistance soient mises à mal par des générations de silence et d'effacement,
elles parviennent à révéler un courant transhistorique. Un courant transhistorique. LOL, pardon. Transhistorique qui s'écoule jusqu'au présent pour entraîner les expériences vécues par les auteureux et les lectrices dans son sillage. Cette lecture de l'histoire pourrait se révéler un outil précieux pour les anarchistes queer qui tentent de naviguer et déchaîner les eaux troubles et nauséabondes de la réécriture pacifiste de la résistance qui étouffe les luttes sociales actuelles. Je vois que ma blague de merde a fait des émules. Et pas émule, je parle pas du vieux site pour télécharger des films porno. Oh là là là. Émule, j'ai envie de dire ok boomer, parce que là, pour avoir connu émule, et pour voir de quoi il s'agit, il faut avoir presque 30 ans, là, je crois, au moins. Bref. Émule, il y en a que ça fait rire. Ah, t'as connu Émule, dit Rilou. C'est bien que j'ai ton numéro, quelle forme. Bah j'ai connu et j'ai 22, calme-toi. Ah d'accord, donc on n'est pas obligé d'être une personne très vieille pour connaître Émule. Bon bah ça fait plaisir. Parce que c'était, pour moi c'est la version, c'est juste le level up du Minitel pour moi, Émule. Hein. Émule, genre fallait lancer le téléchargement 22h, tu te couches, et juste avant de partir tu arrêtes le téléchargement parce que ça me prend toute la nuit. 32, je vous insulte. T'inquiète. L'utilisation quotidienne de la violence par les queers à des fins de survie, de légitime défense ou de vengeance est souvent dissimulée ou occultée par toute une gamme de mécanismes de placardisation. Des générations de gangs de rue queer, des communes de putes armées, de cambriolages de banques pour soutenir les victimes du sida, des armées de queens lanceuses de briques, voici les grandes œufs oubliées de notre histoire, dont le souvenir ne perdure que du bouche à oreille, mythologie hérétique, passée d'amanteux en amanteux. Avant tout, les communiqués compilés ici devrait servir à illustrer un nouveau moyen de communication en matière de violence. C'est très spécifique ça. Ah, c'est très spécifique, c'est une minorité, mais ils sont suffisamment puissants et influents pour nous casser les coudes. Hein, voilà, pour le dire gentiment. C'est ça le problème. Ils représentent 1% de la population, mais ils dominent le monde, tu vois, ils sont partout à la télé, ils sont partout sur Twitch, partout sur les blogs, sur Twitter, et dès que tu oses les critiquer, alors là, ouh. Par contre, eux, ils disent oh, hélicoptère de combat, je sais pas quoi, ils disent juste oh pardon, je savais pas, et ça y est, ils sont pardonnés pour la vie, voilà. Alors nous, alors moi, mes intros, tout, enfin voilà, bon bref. Pardon, je suis reparti sur un truc vénère. Pour Bashback, il faut célébrer l'utilisation de la violence en tant qu'élément inhérent à la résistance et à la survie. La violence revendiquée dans ces communiqués oscille entre violence hyper-personnelle et violence excessivement politique. Bagarre de bar avec des agresseurs, coups de batte dans les dents, et des homophobes et des fascistes, distribution de bombes lacrymo aux queer, émeutes queer lors des sommets internationaux. Les gonades, ça marche, casser les gonades, oui. Oui, mais je préfère dire coude, parce que ça s'intéresse pas au sexe dans tous les cas. Les coudes, en principe, tout le monde a les mêmes. Pour les gens qui en ont, bah tout le monde a les mêmes coudes. Tandis que les gonades, déjà pas tout le monde en a. Et enfin, les coudes non plus d'ailleurs, tu me diras. Voilà, comme ça, il n'y a pas de distinction. Mais ça marche aussi casser les gonades. Mais moi je préfère coude parce que ça fait un peu un jeu de mots, en mode pied de nez aux personnes qui disent l'autre mot. Voilà. L'oscillation entre le personnel et le politique peut parfois donner le vertige. L'attaque d'agresseurs homo-lesbo-transphobes lors d'une émeute ou d'un poste de police pour mieux expier une vie entière de traumatisme. En partageant ces histoires, Bashback a agi afin d'exposer la guerre sociale silencieuse qui fait pourtant rage et qui imprègne les expériences vécues par de nombreux queers. Cette communication est en elle-même un acte radical, qui cherche à relier les luttes individuelles comme autant de points d'une constellation d'ultra-violence au service de la vie queer. Suicide chez les adolescents honteux, agression, génocide du sida, expulsion... génocide... ouais, enfin ça sous-entendrait... Enfin c'est limite complotiste là, pardon. Expulsion hors des frontières, esclavage carcéral. La violence dont les queers font l'expérience est multiforme et en perpétuelle évolution. En tant que telle, la résistance à cette violence doit être aussi fluide et diffuse. Cette anthologie ne propose pas de réponse unique, mais offre tout un tas de suggestions.
Il est également intéressant de noter que Bashback ne se préoccupait pas uniquement de violences explicitement queer. Son discours soulignait plutôt une queerisation de la violence, c'est-à-dire que les participants eux cherchaient à montrer en exemple toutes celles qui déchirent le tissu de la violence hégémonique et à faire preuve de solidarité envers elles. À partir de la maxime insurrectionnaliste selon laquelle la solidarité c'est l'attaque, les cellules de Bashback ont mené des actions de solidarité en soutien à des luttes diverses. Elles ont commis des actes de destruction en solidarité avec l'insurrection de Oh pardon, il y a mon eau, parce que j'ai bu trop d'eau et du coup ça remonte. Pardon, désolé pour les détails. Elles ont commis des actes de lutte diverses. Les cellules de Bashback ont mené des actions de solidarité en soutien à des luttes diverses. Elles ont commis des actes de destruction en solidarité avec l'insurrection de décembre en Grèce, malgré les hétéros qui clamaient que l'insurrection n'avait rien à voir avec le fait d'être queer. Ils ont célébré les rébellions dans les rues d'Oakland et sur les campus de l'Université de Californie, alors même que leur lutte était souvent ignorée par les anarchistes qui participaient aux mêmes luttes. C'étaient les premiers groupes anarchistes à publier des déclarations en faveur du meurtre par balle de 5 policiers à Oakland quand d'autres étaient trop peureux pour le faire. Tout cela démontre qu'une théorie queer de la violence doit se soucier de comment l'attaque en tant que mode opératoire peut déstabiliser l'identité statique et tracer des vecteurs de communication et de solidarité encore inédits. C'est vrai que je n'imagine pas une seule organisation, même les plus anarchistes, même les plus anarchistes possibles, se féliciter du meurtre de personnes policières. En général, les communiqués commencent par l'odieux assassinat qui a été commis, blablabla. Je ne légitime pas le meurtre. Je considère pas que le meurtre est une... Enfin, je dis pas que je suis d'accord avec ce qui vient d'être écrit. Mais effectivement, le constat est que des personnes des organisations qui sont virulemment contre la police, enfin, en tout cas qui cherchent à le faire paraître, pour éviter de désigner qui que ce soit, je ne dirais pas de nom, bah, en fait, elles pourront jamais aller jusqu'à là, en fait, si je puis dire. Là, on a un extrait de Questions abordées avant Denver, qui je crois est l'un des tout premiers textes qu'on a lu, et là je crois que c'est rediffusé sur YouTube pour le coup. Notre violence est-elle substance ou image? Est-ce qu'on plaisante lorsqu'on écrit sur la violence? Qu'entend-on par cette image de belles personnes armées de battes de baseball et de marteaux? Est-ce du symbolisme? Est-ce réel? La riposte par la violence a-t-elle une signification? C'est ici que les chemins divergent. Les queer radicaux vont-ils suivre le chemin de l'image du militantisme, de l'insignifiance? Si ce n'est le cas, on peut s'attendre à un pléthore de films et de séances photos qui récupèrent l'image glamour de la lutte armée, comme la faction de l'armée rouge à paillettes. On peut s'attendre à de nouveaux hommages rendus aux émeutes il y a 40 ans et au soulèvement de l'autre côté de l'océan, accompagnés bien sûr d'une condamnation des émeutes lorsqu'elles se passent ici et maintenant, et de pleurnichards sur les vitrines brisées et les kiosques à journaux renversés. La violence est acceptable si elle reste une abstraction, une forme d'art, un événement historique ou une brève internationale du journal TV. Lorsqu'elle est séparée de nous. Elle sera toujours refusée au niveau de notre vie quotidienne lorsque nous devenons des agents agenteux. Fin de citation. Et là, pareil, je partage le même constat. Certaines organisations qui pourtant se disent anarchistes ou autres, ou très proches de l'anarchisme en tout cas, vont pas forcément avoir le courage ou la présence d'esprit, je sais pas comment on dit, le cran, on va dire, parce que c'est pas une question de l'acheter, mais peut-être que si, je sais pas, de se féliciter des actes émeutiers. Souvent, ça va être, ce n'est pas la forme de lutte principale, c'est par les syndicats et par la lutte de masse, etc., etc. Donc, alors que les éditoristes de cette anthologie et les textes que nous avons choisis présentent une tendance cohérente relative à la violence, la riposte, entre parenthèses, il est important de replacer cette cohérence dans son contexte en tant que résultat d'un conflit très réel au sein de Bashback, centré principalement autour de la convergence de 2009 à Chicago. Même si c'était le deuxième rassemblement de ce type à Chicago, c'était le premier depuis que Bashback avait pris le devant de la scène dans le théâtre de la révolte queer. Par conséquent, il y eut un afflux remarquable de personnes qui n'avaient pas été impliquées dans l'apparition initiale de Bashback dans le Midwest. Nombreuses d'entre elles sont venues des côtes des États-Unis. Plus important encore, elles sont venues d'un monde queer différent. Le projet initial des sections Bashback du Midwest et du Sud était de creuser un espace queer au sein des luttes anarchistes. Dans un espace anarchiste essentiellement hétéro et hétéronormatif. A l'inverse, ces nouveaux arrivés
des côtes provenaient dans leur majorité des mouvances queer radicales, entre guillemets, bien établies et ou de milieux universitaires, département d'études de genre des universités d'arts libéraux. On vous voit les universitaires, hein, on vous voit. Note de bas de page, type d'université états-unienne, privée et très chère, qui ont un fonctionnement entre guillemets à la carte, où les étudiants en eux sont censés acquérir une, je cite, connaissance générale du monde. Fin de citation, fin de note de bas de page. Pour beaucoup, leur analyse de la violence était désespérément altérée par leurs origines. Plutôt que de soutenir des stratégies de résistance actives et autonomes, elles insistaient sur la communication non violente, l'étouffant processus de consensus et les manifs molles, bien que bigarrés, et bien rangés sur le trottoir accompagnés de théâtres de rue. À Chicago, ces mondes sont entrés en choc frontal. Et il y a encore des gens qui nous demandent pourquoi, à Cybertopia ou ailleurs, on n'apprécie pas forcément le militantisme universitaire, ou l'antifascisme de salon, entre guillemets. La pièce maîtresse de toute la merde qui a suivi était en français dans le texte, qui a suivi était une occupation, boum, dans un train, qui s'est transformée en manif spontanée à travers le quartier de Boylston. Comme on aurait pu le prévoir, les fêtards d'eux ont saccagé les trucs dans la rue et se sont déchaînés. Mais quelle ne fut pas l'horreur des insurgés de Bashback lorsque les participants en eux décidèrent de remettre la rue en ordre, replaçant les objets sur le trottoir, tout en gémissant que la manifestation était pacifique. Entre parenthèses, une ressemblance assez frappante avec les pacifistes dogmatiques qui tentent actuellement de mettre de l'ordre dans le mouvement d'occupation, alors qu'il échappe rapidement à leur contrôle. Fin de parenthèse. Cet échange donna lieu à une véritable tempête. C'était à celles qui hurlaient le plus fort et qui rédigeaient les plus belles tirades cybernétiques. Cet événement marqua la première grande scission au sein de Bashback. Pour celles qui étaient du côté de la destruction totale, le conflit était tout à fait inattendu. Nous étions conscients de l'existence de queers de gauche usés, mais nous n'avions pas réalisé que beaucoup d'entre eux dissimulaient leur pacifisme sous le couvert de l'esthétique de confrontation. On vous voit les gens qui se disent anarchistes et qui en fait... D'ailleurs, ces moutons déguisés en loups furent pour beaucoup une source d'inspiration au sein de Bashback. Entre parenthèses, des groupes tels que Gay Shame à San Francisco et les Naughty North dans le Maine parlent inlassablement d'histoires de révolte queer, produisent des films et des textes à la gloire de la résistance violente, mais dénoncent pourtant celles qui cherchent à se battre à leur côté, ici et maintenant. Et elles célèbrent les révoltes lorsque des décennies et des océans les en séparent, tout en sabotant activement tout effort pour les concrétiser là où elles vivent. Fin de parenthèse. Nous avons été choqués que des personnes qui font des films sur des attentats à la bombe et des évasions, ou qui abordent des patchs d'armes à feu, diabolisent celles qui se livrent à la destruction de biens ou à la violence en légitime défense. Voici la réalité sans détour. Les queers radicaux branchouilles qui cherchent à faire carrière comme universitaires, on vous voit, et cinéastes, on vous voit encore plus, sont en fait des serviteurs de l'abstraction. Et elles cherchent à tirer un profit social, on vous voit, et financier, on vous voit, de l'image de la révolte queer, tout en n'apportant rien à sa concrétisation. Des gens qui capitalisent sur les luttes. Il y en a sur Twitch. Les soi-disant, entre guillemets, queer radicaux, qui n'ont pas l'exclusivité de cette attitude qui réduit au silence et exclut la possibilité de la violence queer. Elle est ainsi fréquente chez les hétéros en général, on peut même chez nos camarades anarchistes hétéros. On peut observer des exemples notables de cette tendance dans le comportement de groupes anarchistes à prédominance hétéro, tels que le comité d'accueil du Congrès national du Parti républicain et Crime Think, CNR. Et Crime Think, c'est un site collaboratif et d'information et d'entraide. Je savais pas qu'il y avait ça à Crime Think, alors qu'ils font beaucoup de visibilisation des luttes radicales. Avant les émeutes du CNR en 2008, les membres du comité d'accueil, entre parenthèses, la section anarchiste non clandestine pour l'organisation des manifestations, fin de parenthèse, ont publiquement qualifié les barricades de Bashback de, entre guillemets, légères, comparées aux hétéro-barricades présumées ultra-radicales. Note de bas de page, le terme original fluffy, qui a été traduit par légère, marque un mépris à l'arrière-goût homophobe, des barricades molleuses, frivoles, légères, en peluche, etc. Fin de note. Et cela en dépit du fait que tous les tracts en préparation des barricades de Bashback avant le congrès avaient clairement fait référence aux émeutes dans l'histoire queer et à la ferme intention des membres de Bashback de résister farouchement aux républicains et à la police. Le blocus se développa en affrontement avec les flics à cheval et en attaque des membres de l'église baptiste à Westboro.
Le blocus ne fut évoqué qu'en passant dans le numéro spécial de Rolling Thunder, le magazine de CrimethInc, dont on vient de parler, consacré à la résistance au CNR. Ce n'était qu'un exemple précoce du refus systématique de CrimethInc de reconnaissance que leurs camarades queer étaient capables d'activités insurrectionnalistes. Quand elles ont couvert les émeutes lors des manifestations du G20 à Pittsburgh, dans le numéro spécial, elles ont décrit la marche pour la libération queer, entre parenthèses, qui allait devenir la manif la plus sauvage et la plus destructrice du sommet, fin de parenthèse, comme une, je cite, manif sur le thème de Bashback, fin de citation. C'était là leur seule reconnaissance du contenu queer de l'émeute. C'est-à-dire que la lutte queer était réduite à un slogan symbolique pour les émeutiers RE, alors qu'il était l'élément déclencheur de l'émeute, point, pardon. Tout en offrant une analyse interminable de l'organisation et de la stratégie dudit conflit de rue. Et elles ont totalement ignoré le fait qu'il s'agissait de la plus violente émeute queer de sa génération aux États-Unis. L'insulte s'est accentuée dans l'article de CrimethInc, intitulé « Dites que vous voulez une insurrection », fin de citation. Dans leur critique de l'anarchisme insurrectionnel états-unien, il n'est fait aucune mention de bashback ou de l'abondance de l'activité insurrectionnelle organisée par des personnes qui se définissent comme anarcho-queer. L'article poursuit en faisant une critique absurde de la valorisation de la violence de la... Je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Merci du follow, Bravelinette, bienvenue. On est en pleine lecture de Vers la plus courte des insurrections. On est à la conclusion, donc on est presque à la fin. Mais bienvenue quand même. Et ça fait 7 minutes, donc ça va, ça s'est déclenché tout de suite, il n'y a pas de bug comme la dernière fois. L'article poursuit en faisant une critique absurde de la valorisation de la violence de la part d'insurrectionnalistes, entre guillemets, que CrimethInc décrit comme n'ayant jamais connu la violence. Une critique seulement possible si on ignore totalement l'existence de bashback et les expériences de ses participants en eux. C'est sûr que c'est du mépris de dire des personnes queer qu'elles n'ont jamais connu la violence. Ou des personnes racisées. Ou des personnes dites invalides. Etc. Comme des personnes de certains partis qui se disent révolutionnaires, communistes ou marxistes ou je ne sais quoi, suivez mon regard, qui osent dire que les racistes ne s'adressent pas au prolétariat, sous-entendu les personnes racisées, enfin que les racisés ne s'adressent pas au prolétariat, pardon, sous-entendu les racisés ne font pas partie du prolétariat. Fin de parenthèse personnelle. Certains et certaines diront peut-être que dans le 3e numéro de Rolling Thunder, donc le magazine, CrimethInc a publié un article sur les émeutes queer qui se sont déroulées il y a des dizaines d'années. C'est il et elle qui souffrent le plus de la violence. Justement, c'est l'intersectionnalité qui permet d'arriver à rebours de cette interprétation trop marxisante, quoi. Trop marxiste. Nous les félicitons pour le geste, mais les questions demeurent. Pourquoi une publication anarchiste qui met l'accent sur les luttes contemporaines ignore-t-elle l'un des plus grands réseaux anarchistes aux États-Unis ? Pourquoi peut-on reconnaître les insurrectionnalistes queer des générations précédentes sans prendre de risques, tout en ne se montrant pas solidaires de leur lutte présente en ne le publiant pas ? C'est stupéfiant. Ils sont rarement victimes, évidemment, même pas du tout victimes de racisme, ni même de sexisme, ni rien. Puisque, justement, ce sont des HSBC ou HBCH. Même si recevoir des excuses de la part des queer radicaux, entre guillemets, ou des anarchistes hétéros pour cette attitude ne présente aucun intérêt pour nous, Yale n'en demeure pas moins de simples pions sur l'échiquier plus large, du discours hégémonique autour de la violence. Non mais t'inquiète, y a pas de... je m'énerve pas, t'inquiète. Les queers sont marqués en tant que victimes alors qu'on entend la violence comme un outil réservé aux maîtres. Le projet anarchiste queer incarné par Bashback est avant tout un refus de la victimisation et une réappropriation de la violence qui nous a été dérobée par l'idéologie progressiste et utilisée contre nous par les agresseurs de queer et par l'État. Il était crucial pour Bashback de rompre avec celles qui refusaient de reconnaître l'importance de cette réappropriation. Cela a permis la cohésion et la consolidation de la tendance insurrectionnaliste queer autour de la question de la violence, tout en annonçant les futures ruptures. De là, les conflits entre les tendances, entre parenthèses, en particulier autour de la question de l'identité et de la politique identitaire, fin de parenthèse, constituaient des litiges. Litige, je crois que c'est quand il y a deux personnes qui sont pas d'accord, litige. Litige est l'expression d'un différend entre
Ouais, d'accord. C'est quand deux personnes sont pas d'accord. Ok. Constituer des litiges entre différentes dispositions théoriques qui supposaient une disposition à la violence. Et là, on a un deuxième sous-chapitre. J'en profite pour voir parce qu'il reste encore. Puis il reste encore 20 pages au moins. Oui. À quoi tu dis oui? Ah oui, par rapport à litige, j'imagine. Donc selon Wikipédia, donc toi et Wikipédia êtes d'accord là-dessus. Ça tombe bien, je fais confiance à toi et à Wikipédia. Là, c'est une longue conclusion. En fait, c'est une conclusion de bouquin. En fait, le bouquin, il fait plus de 200 pages. Donc, fallait conclure comme un bouquin. T'es d'accord avec Wikipédia? Ok. Alors, on a un extrait d'un texte qui n'est pas dans le bouquin, qui s'appelle Identité politique et anti-politique. Qui aurait pu être mis dans le bouquin, mais vu que c'est une édition poche, ils ont pas pu faire un truc de 400 pages, 600 pages et tout. Et de toute façon, j'aurais pas. De toute façon, j'ai déjà sauté plus de la moitié des trucs, dont des textes ça me fait un peu mal de pas les avoir lus, mais j'aurais pas eu le temps de tout lire. Voilà. Je vous encourage à lire du coup la suite si vous avez l'argent ou la possibilité de le voler sans prendre de risques. Il est clair que puisque les identités façonnent nos expériences, nous ne pouvons pas faire une croix sur l'identité comme si ce n'était pas sans importance. Cependant, il est tout aussi clair que nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir les identités qui nous sont imposées. Ainsi, une apparente contradiction surgit entre la nécessité de reconnaître l'identité construite socialement et les tentatives de détruire la société de classe qui impose ces identités. Cette contradiction se révèle difficile, avec une gamme de réponses qui s'étendent du mépris pour la destruction de la société de classe au mépris de l'identité, en passant par de nombreux autres arguments, quelque part entre ces deux positions. Fin de citation de Identité politique et anti-politique. 600 pages. 600 pages, n'importe quoi. Ah, ce que je fais sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai... excuse-moi, j'ai pas le réflexe. Attends, déjà, je voudrais récompenser Noxa pour son énième blague. Voilà, donc ce que je fais sur ma chaîne. Alors déjà, je fais des lectures, comme ce soir, la plupart du temps. Des fois, je fais des montages vidéo avec vous en live, en direct, en live, pour les mettre sur la chaîne YouTube. Donc c'est souvent des YouTube poop, voilà, mais j'ai plein de projets de parodie à faire, etc. Quoi d'autre sur la chaîne YouTube, je fais aussi des interviews, un peu plus rarement. La dernière fois, on a eu une interview de Sheraz. Enfin, avec Sheraz, c'était une discussion entre nous. Salut Zect, si je prononce bien. Rattrapez-moi si je prononce mal. Voilà, donc on a eu une discussion avec Sheraz sur la visibilité des personnes opprimées, on va dire, sur Twitch. Enfin sur les réseaux virtuels en général. J'écris des articles de blog aussi. Zect, c'est bien ça, d'accord. Et du coup, des fois, ça m'arrive de moins en moins parce que maintenant, je lis presque tous les soirs, donc je me repose, mais des fois, le dimanche, je joue à un jeu et j'essaie de le mettre en lien avec un article que j'écris sur mon blog, histoire de lier un petit peu tous les trucs que je fais sur internet, quoi. Voilà. J'ai une chaîne Twitter, mais qui me sert pas à grand chose, quoi. Je relaie juste les luttes, les personnes en colère, voilà, les campagnes, voilà. Des fois, je fais des mèmes sur Twitter et sur Facebook, j'y vais très peu. Voilà, t'as un petit peu un résumé très long. T'as joué à Tonight with Riot? Non, pas encore, mais tu m'as donné envie d'y jouer parce que je t'ai vu en faire un live et je connaissais pas le jeu, donc j'ai vu qu'il y avait un... Vu que là je commence à être ric-rac niveau argent, j'ai vu qu'il y a un truc genre des bundles à 5$ avec plusieurs centaines de jeux. Donc bundle for Palestinian Aid, pour 5$, t'as plus de 1000 jeux, je crois. Enfin, un truc complètement énorme. Merci pour le résumé, je t'en prie. Il était gratuit à un moment. Ah mince. Ah mais ouais, je suis pas assez souvent sur Steam pour savoir quand tel jeu qui m'intéresse est gratuit ou quoi. Ah, je t'en prie pour le résumé. Je suis aussi sur le collectif Cybertopia. Si tu connais pas encore, je te le recommande. C'est un collectif anarcha-féministe principalement sur Twitch et sur Twitter. Bon, techniquement, c'est aussi sur WordPress parce que j'en fais partie et que j'écris sur WordPress. Et en gros, c'est énormément de let's play. Le dimanche, il y a la revue du dimanche, donc demain à midi, il y a la revue du dimanche de Ayla, qui est
une membre du collectif, qui fait des revues du dimanche très complètes et très longues et tout, qui se donne énormément de mal d'ailleurs, c'est vivement qu'elle parte en vacances. Vivement pour elle, évidemment. Voilà, c'est à peu près... Ça résumait très... Il est possible que j'ai oublié des trucs, donc... Là, je peux pas évidemment, en 5 minutes, t'expliquer tout ce qu'est Anartube. Donc, crise identitaire. Comme on l'a dit plus haut, une fois que certains cercles de bashback se furent complètement Oula, excusez-moi, j'ai un vêtement qui est tombé, ça fait du bruit. Se furent complètement débarrassés des tendances SOSDEM pacifistes, le conflit allait s'orchestrer entre militants honteux et insurrectionnalistes qui s'opposaient sur la question de l'identité. Bien que les conflits sur la question de la violence déjà évoqués se soient souvent développés en parallèle des discussions sur l'identité, je préfère me concentrer sur les discussions sur l'identité qui prennent la violence pour une évidence. Cela permettra de mettre en lumière une série de questions et de conflits spécifiques à bashback. Une perspective possible de ce conflit serait de démarquer deux groupes, avec les partisans et partisanes de la politique identitaire d'un côté et les anti-identitaires de l'autre. Le premier prend l'identité pour une évidence et une condition préalable qui doit déterminer comment nous nous organisons et luttons. Le second désigne l'identité comme l'ennemi. Les positions au sein de ce conflit n'étaient pas stables. Les individus et les groupes au sein des tendances de bashback pouvaient aussi bien incarner l'une ou l'autre de ces positions, ou les deux à la fois. Et vous savez comment sur cette chaîne, on adore les individus. Je vais écarter de nombreuses spécificités de ces conflits, puisque bon nombre d'entre elles devraient rester dans le domaine de l'abstraction, et que du reste je ne suis pas la personne indiquée pour en parler. Je choisirai plutôt de me concentrer sur le fondement théorique de cette confrontation, et je laisserai la place à celles qui l'ont vécu, pour qu'elles puissent se situer au sein de cette lecture. Le problème interne à bashback est tout à fait approprié dans la mesure où il s'agit d'une problématique queer. Le fait d'être queer est en soi un territoire contesté, ouvert à des débats et critiques sans fin. Pour une certaine catégorie de personnes, le fait d'être queer est un projet positif, avec son groupe d'ensemble de normes, avec son propre ensemble de normes et de formes communautaires. Pour d'autres, le fait d'être queer ne peut être conçu que négativement, comme ce qui dépasse ou ne parvient pas à répondre à un ensemble de normes. C'est ainsi que queer, entre guillemets, devient une catachrèse. Attendez, je vais voir ce que ça veut dire sur internet. Catachrèse. Figure de style qui consiste à détourner un mot, une expression de son sens propre en étendant sa signification. Le pied d'une table, être à cheval sur une chaise, les ailes du moulin. Ah d'accord, ok, c'est assez... ok. Ok, donc le pied d'une table, donc c'est pas vraiment un pied qu'a une table, mais on utilise le mot pied pour le dire différemment, enfin pour exprimer le mot. Ok. J'aurais aimé que la personne emploie un autre mot, parce que bref. Donc c'est ainsi que queer devient une catachèse, du coup, ou un nom donné à tort à ce qui ne peut être nommé. Ah bah tiens, c'est expliqué simplement. Pourquoi tu n'as pas mis tout de suite, enfin bref. Une étiquette apposée sur ce qui ne peut être étiqueté. Les prises de position au sein de bashback avaient comme point de départ de multiples positions face à cette matrice théorique complexe. Il faudrait débattre de si la position d'un ou d'une participant au débat découlait souvent directement ou non de son contexte, entre parenthèses, anti-politique. Celles qui ont rejoint bashback en passant par les études de genre avaient tendance à se conduire comme des troupes d'assaut militantes au service de n'importe quelle doctrine glanée auprès de leurs professeurs. Celles qui étaient empêtrées dans les cercles anarchistes insurrectionnalistes avaient tendance à faire preuve d'une forte, et parfois peut-être trop sévère, aversion envers la lutte fondée sur l'identité, et se concentrer plutôt sur la localisation des points de conflit au sein de l'identité. Celles qui venaient de scènes queer établies ont apporté avec elles toute une gamme d'attentes en manière de comportement et de langage, attentes souvent étrangères à celles qui n'étaient pas familiarisées avec ce genre de clique. Ce qui est si queer dans l'ensemble des conflits en jeu au sein de bashback, c'est que chacune de ces positions s'imprégnait de l'autre, donnant naissance à un large éventail de perversions. Je tiens à dire que bon nombre de ces conflits ont permis une certaine synthèse qui pourrait se révéler se révéler bénéfique pour les anarchistes dans les luttes à venir. L'expérience doit être la base de la lutte. Si nous comptons
nous engager dans les luttes matérielles contre l'ordre social, nous devons partir de nos propres expériences vis-à-vis de cet ordre. Cela veut dire que celles qui partagent un ensemble d'expériences face au capitalisme auront une longueur d'avance toute naturelle pour forger des alliances contre la société. Voici la graine de vérité qui germe au cœur de l'identité. Malheureusement, tant de couches d'abstraction et de mystification héritées de la politique identitaire étouffent cette graine. Tout effort qui vise à renforcer un pouvoir autonome fondé sur notre position à l'intérieur et à l'encontre de la société doit commencer par renoncer au bagage illusoire de la politique identitaire. Voici un rapide aperçu de certaines positions antipolitiques identitaires distillées par Bashback. La politique identitaire est toujours fondée sur l'aplanissement de l'expérience, ce qui rend la critique... Excusez-moi, j'ai ressenti un truc bizarre sur mon bras. Comme si un insecte volant s'était posé, puis s'était envolé juste après. Alors que j'ai les fenêtres fermées depuis des heures là. Un papillon qui aurait réussi de rentrer, je sais pas. Excusez-moi, ça m'a fait bizarre. Tel mon poil qui s'est hérissé d'un seul coup. Donc bref, la politique identitaire est toujours fondée sur l'aplanissement de l'expérience, ce qui rend la critique de la société abstraite plutôt que vécue. La politique identitaire promeut les alliances entre classes, permettant ainsi à celles qui jouissent d'un pouvoir plus ample, entre parenthèses, et qui trouvent donc leur intérêt dans la prolifération de la société de classe, fin de parenthèse, de réduire au silence les personnes les plus marginalisées au sein de ces alliances. Ça, je l'ai vécu. T'as cru que t'avais perdu ta connexion, merde. Désolé. La politique identitaire est enracinée dans l'idéologie de la victimisation, et en vient à célébrer et à imposer des normes qui déterminent à quelle activité les participants eux peuvent se livrer ou non. Cela renforce certaines mythologies au sujet de la lutte. Par exemple, seuls les hommes blancs cis participent au Black Bloc, entre guillemets, ou les opprimés sont incapables de certaines stratégies de révolte, entre guillemets, ça c'est du vécu aussi. La politique identitaire est toujours fondée sur l'idée fausse des communautés cohérentes. Comme l'ont dit certains et certaines françaises, les différences éthiques au sein de chaque peuple, entre guillemets, ont toujours été plus grandes que les différences éthiques entre les peuples eux-mêmes. Ça, c'est une citation de Tikkun, contribution à la guerre en cours, édition La Fabrique en 2009. Fin de citation. C'est-à-dire que celles qui sont piégées à l'intérieur de certaines communautés ou identités confinées ont souvent moins de choses en commun entre elles qu'avec celles qui sont censées leur être opposées. Cette erreur se nourrit de l'abstraction de l'expérience plutôt que de l'analyse de l'expérience vécue en tant que telle. Une queer en prison a plus en commun avec sa compagnonne de cellule, hétéra, qu'avec une ordure de sénateur gay, et pourtant la mythologie de la communauté LGBT, entre guillemets, sert à étouffer les ennemis de la société et à les asservir à leurs représentants eux autoproclamés. La politique identitaire est fondamentalement réformiste et cherche à trouver une relation plus favorable favorable entre différentes positions de ces sujets plutôt que d'abolir d'emblée les structures qui produisent ces positions. Les partisans de la politique identitaire s'opposent au classisme, pourtant elles se contentent de laisser intacte la société de classe. Toute résistance à la société doit être au premier plan de la destruction des processus subjectivants qui produisent la société au quotidien et doit détruire les institutions et les pratiques qui racialisent et genrent les corps au sein de l'ordre social. La politique identitaire est déployée par l'État. Elle y fait intrinsèquement référence et le valorise systématiquement. Elle lui appartient. La politique identitaire, c'est l'État. Si l'on prend cette analyse à cœur, Bashback peut être vu comme une tentative de forger une pratique de résistance depuis l'expérience vécue en dehors de la logique de la politique identitaire. Bien que son auteur ne soit pas une participante de Bashback, nous citons ici un texte écrit par des anarcha-féministes de San Francisco, intitulé « Anarcha-féministes dans la rue ». Ce texte, publié au moment de la crise identitaire de Bashback, offre un moyen unique et exceptionnel de conceptualiser le patriarcat pour mieux lui résister. Début de citation donc. Ironie du sort. En dépit de notre critique, et parfois notre haine envers la politique identitaire, nous voilà pourtant réunis autour d'une identité, un peu en vrac. Nous sommes les personnes qui ne veulent plus être victimes de la tyrannie du genre et de la misogynie. Dans ce groupe, nous espérons contourner, dans une certaine mesure, notre genre et ce que cela implique pour nous dans ces vies que nous vivons dans ce monde d'hommes, afin de mieux pouvoir imaginer un monde où la dynamique du genre n'influencerait pas chaque interaction.
Nous nous unissons pour nous battre pour une réalité où les identités telles que hommes, femmes et trans sont des illogismes. Fin de citation. Je suivrai les auteurs du communiqué anarcha-féministe car elles s'envisagent elles-mêmes comme unies dans leurs désirs et leurs dispositions plutôt que dans leurs identités. Sans référence à un sujet partagé ou stable, les auteurs de cet article posent les jalons d'une force anti-essentialiste, anti-identitaire, pour lutter contre le patriarcat. Dans un contexte où le féminisme deuxième vague refait surface dans les cercles insurrectionnalistes, anarchistes et communistes, ce mode de pensée est une bouffée d'air frais. Il nous propose des pistes pour construire le type de machine de guerre capable de détruire le genre. C'est pourquoi je ne conçois pas Bashback comme enraciné dans l'identité queer. Je l'envisage plutôt comme une expérience dans la construction d'une constellation offensive de prise de position queer. Alors là, je voulais faire une petite pause pour faire une remarque basique. En fait, c'est intéressant de voir comment l'intersectionnalité permet justement d'éviter de rentrer dans l'identité, la commune, ce qu'on vient de lire là sur la critique de la soi-disant communauté LGBT, en fait. C'est-à-dire que un sénateur états-unien gay est une sale ordure, et c'est pas parce que cette personne est gay qu'elle fait partie de la communauté queer, au sens où, voilà, fait partie d'une communauté queer, on est tous pareils. Je ne me reconnais pas au sein de cette personne. Et d'ailleurs, c'était aussi une critique de l'État. Nationalisme ou patriotisme, appelez ça comme vous voulez, où on considère que l'on fait corps avec des personnes qu'on croise dans le métro. J'ai déjà entendu ça de personnes qui sont suivies par des personnes qui sont écoutées partout et dont on lit les bouquins, voilà, bêtement, pardon, pas de mépris, excusez-moi. On lit les bouquins sans trop chercher à le critiquer. Des gens qui disent, les gens que je croise dans le métro, je les déteste, ils puent, on est dans le mépris, quoi. Mais pourtant, on fait corps avec parce que c'est la même nation, quoi. Bon, c'est du nationalisme, hein. Ces personnes se disent de gauche, hein, je précise. Et c'est la même logique que l'identité, en fait, la logique identitaire. Et ça pue parce qu'on sait que les identitaires, aujourd'hui, c'est le nouveau nom des racistes, en fait. Et évidemment, je veux pas dire que les personnes qui disent ça sont forcément racistes, mais la logique nationaliste, raciste, est forcément liée à la logique identitaire. Et la logique de, ouais, on est tous pareils et tout, et l'interclassisme, genre, ouais, le bourgeois gay, blanc, est forcément pareil que la meuf trans racisée, handicapée, voilà, et queer. Voilà, c'est dégueulasse, en fait. Parce qu'il y a des ordures, et c'est pas parce qu'on est dans le même état ou la même nation abstraitement imaginée dans l'esprit tordu d'un interclassiste blanc hétéro que on va faire corps, et que voilà, pour moi, je n'ai rien à voir avec les bourgeois de l'État français. Voilà. Je vois que voilà, dans le chat, il y a quelqu'un qui confirme. Mais ça me semble important de le rappeler parce que ce genre de discours là que je tiens, il est malheureusement... Il y a beaucoup de gens qui le gardent en eux, qui continuent de serrer les dents face à ça, et qui cherchent à rester diplomatiques avec des gens comme ça, alors que des gens qui tiennent ce genre de discours, c'est juste des nationalistes qui ont un lien involontaire, hein, j'ose espérer que c'est pas vraiment le cas, mais qui ont un lien avec les racistes. Parce que c'est une politique identitaire, genre ouais, on est tous dans le même bateau, on est tous sous le même drapeau, ou je ne sais quoi, et ça rentre... Boubou, bullshit, tout doudou. Ah, j'ai pas la ref. Je suis sûr que t'as fait une blague, mais je n'ai pas la ref. C'est internalisé. C'est une logique que les gens ont pris à force de nationalisme, en fait. Ils ont, à force d'accepter petit à petit, à force de faire des concessions avec le patriotisme et de se dire que c'est différent que le nationalisme, alors que c'est exactement la même chose, hein. J'avais l'air de Motus en tête. Bullshit. Bah oui, non mais vu qu'il a fait tout moi je crois que c'était un rapport avec Bobo Bullshit. Bobo Bullshit. Je crois que c'était ça la ref. Ou alors que c'était Paolo Conte, le chanteur italien là. Bullshit. Bullshit. Salut Rancalo. Ok. Bref.
Voilà, on a fait une très longue parenthèse pour faire un lien entre ce que la personne écrivait il y a quelques années, qui elle-même cherchait à faire un lien avec la situation française, donc édition 2020 quand même, et là on est en 2021, donc c'est très récent. Faut l'en compter. Moi j'aime bien ce qu'il fait, j'écoute très peu, et je vais pas le mettre en playlist parce qu'on n'a pas assez de femmes et de personnes trans sur mes playlists, malheureusement, sur ma playlist. Donc voilà. Voilà, très longue parenthèse pour faire une critique voilà, de l'identité, au sens de voilà, on est tous sous le même, tous et toutes sous le même drapeau et tout, alors que non, c'est du bullshit et le chat avait l'air plus ou moins d'accord. Et je pense qu'il faut continuer de le dire et de le dénoncer constamment parce que ce genre de discours nationaliste est dit sans qu'il y ait de critique sérieuse en face, quoi. Et même de partis qui se disent anticapitalistes et internationalistes qui font des concessions avec ça, alors qu'il faut pas de concessions avec le nationalisme. Je suis désolé, c'est dangereux, quoi. Voilà. Césaria et Vora, sinon. Mais bon, elle est 6. Non, mais c'est une femme, donc c'est déjà bien. Et puis si c'est une personne... Parce que j'ai aussi beaucoup d'hommes dans mes playlists, mais c'est des hommes racisés pour la plupart. Enfin, sans que ça fasse token. C'est par je m'en suis rendu compte après que quand j'ai fait du tri, je fais ah, je vais peut-être le garder lui parce qu'il est noir. Enfin bon, je suis désolé, c'est de la discrimination positive, mais il faut le faire. Ah, c'est une femme noire en plus, donc elle est intersectionnelle. C'est une chanteuse italienne aussi de jazz à la Palo Conte. Je vais écouter, je connaissais pas. Je vais peut-être mettre en même temps que le live si c'est calme. Ah ouais, non, c'est un peu disco. Un peu disco, ok. Du coup, je sais pas si je vais mettre. Artère rénal pailleté. Bonsoir, vous avez l'air de parler de sujets compliqués. Je suis d'accord, mais c'est dur de faire comprendre ça face à des gens qui vont te dire non, mais c'est pas l'universaliste que tu dis. On est tous dans le même bateau. Je sais quoi leur répondre, surtout quand ils se disent de gauche. Ah, c'est compliqué. Ah, je suis désolé. Déjà, Artère pailleté d'avoir pas été assez clair. Comment résumer? Enfin, je suis d'accord, mais c'est dur de faire comprendre ça face à des gens qui vont te dire non, mais c'est pas universaliste ce que tu dis. Bah justement, je suis pas universaliste. J'en ai rien à foutre de l'universalisme. L'universalisme, c'est des conneries en fait. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. En plus, elle fait de la bonne musique. Cap-Vert, je crois. Okay. Et c'est pas ce que je dis. On est tous dans le même bateau. Je sais pas quoi leur répondre, surtout quand ils se disent de gauche. Bah déjà, dis-leur. Enfin, là, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te recommander. C'est quoi la vidéo que tu mets, Noxa? C'est la chanteuse en question? Ok. On n'est pas tous dans le même bateau. Tu dis non, c'est pas vrai. Tu dis si la personne veut rien savoir, tu lui parles pas tout simplement parce qu'elle te respecte pas. Mais comme dit Titili oui, pardon, tu dis non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Nous ne sommes pas tous ni toutes dans le même bateau d'ailleurs parce que imagine déjà parle de l'écart salarial, rien que ça. Même au sein du capitalisme, un truc très simple entre les femmes en général cisgenres parce qu'on se différencie pas, mais on va partir du principe que les femmes tout court, qu'elles soient trans ou pas, et les hommes, déjà, il y a 27% d'écart de salaire. Déjà, rien que ça, on peut dire non, on n'est pas dans le même bateau. Et je prends le truc le moins radical comme critique. Rien qu'en prenant ça. Et après, tu commences à faire un petit peu plus intersectionnel sans dire le mot, parce que ça peut être compliqué. Je suis désolé si c'est compliqué, je vais essayer de faire de mon mieux pour être plus accessible du coup. Ouais, déjà la moitié de l'humanité, même plus que la moitié, parce qu'en France il y a plus de 50% de femmes en France. Déjà, rien que ça, donc voilà. Donc m'étonnerait pas que sur Terre il y ait plus de la moitié de femmes. Tu leur dis, voilà, ce n'est pas. Puis déjà, tu dis que l'universalisme, c'est pas très à gauche aujourd'hui, ça l'était peut-être pendant la Révolution, mais à partir du moment où on a compris que c'était l'universalisme des hommes bourgeois, blancs, cisgenres, hétérosexuels, pour la plupart possesseurs d'esclaves, voilà. Déjà, tu peux commencer à dire que c'est plus très à gauche. Voilà. Tu leur dis non, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Si la personne veut rien savoir, c'est que elle n'est pas de bonne foi parce que elle a nié. En fait, tu peux pas te dire de gauche si tu mets dans le même bateau des employeurs qui embauchent des milliers de personnes et qui sont très riches et qui exploitent la plus-value. Et ça, je te parle de concepts marxistes et marxiens de base. Et en même temps, mettre dans le même bateau le jeune des quartiers populaires racisés, voilà, et queer
qui est ouvrier spécialisé dans l'usine du type qui l'embauche, quoi. Tu réessayerais autour de moi, d'accord. Non, mais après, de toute façon, un débat, une confrontation un petit peu trop directe comme ça, de toute façon, ça va pas forcément marcher, tu vois. Je sais pas, j'ai pas de solution à ça, en fait. Là, je sais que je parle à des personnes convaincues d'avance et que je vais pas convaincre grand monde à mon émission toute seule, mais c'est tout un ensemble. C'est pour ça qu'on a un collectif Cybertopia, pour montrer que ces idées sont partagées par plusieurs personnes, par beaucoup de personnes, et que les personnes concernées, justement, c'est aussi ça l'organisation. Oui, avec des gens comme ça, un peu de mauvais. Parce que pour moi, c'est de la mauvaise foi. Des gens qui se disent de gauche et qui mettent dans le même bateau des patrons et des employés, c'est pas super à gauche en vrai. Hein. Mais déjà, voilà, par exemple, l'auto-organisation des personnes concernées, quand elles disent un truc, normalement, si t'es à gauche, tu t'intéresses à ce qu'elles disent. Sans forcément obéir à des ordres, mais au moins tu t'intéresses à ce qu'elles disent. Et si tu vois sur Cybertopia une critique assez régulière, en tout cas quand le sujet arrive sur le débat, une critique assez régulière de ça, bah, au bout d'un moment, si t'es de gauche, tu commences à te poser des questions. Si t'es pas trop de mauvaise foi, si t'es pas trop dans. Si t'es pas déjà renfermé dans un star system qui te pousse à rester sur sur ton socle, voilà, de privilégié, quoi. Ça sent le soufre si elle tient ce genre de propos. Ouais, voilà, ça pue un peu, quoi. Ça pue du cul, quoi. Je suis sûr qu'elles se disent de gauche mais ne croient pas à la lutte des classes. Voilà, déjà de base, si la personne parle d'universalisme, en général, il n'y a pas trop de lutte des classes derrière, et donc c'est pas forcément à gauche. C'est même pas à gauche du tout, en fait. Parce que même les sociodémocrates qui veulent prendre le pouvoir, ils sont obligés de parler de lutte des classes. Ce que ne fait pas certains partis sociodémocrates aujourd'hui. J'évite de dire des noms, hein, mais il y a des partis, enfin vous savez très bien, hein, des partis qui imitent les partis de droite maintenant, qui n'utilisent jamais le terme de lutte des classes, qui ne parlent jamais de classe ouvrière, de classe prolétaire, etc. Ils parlent des pauvres contre les riches, quoi. Et oui, comme dit Nirilou, il n'y a pas qu'une seule lutte des classes, c'est comme l'intersectionnalité le montre, t'as plein de luttes différentes, donc les queers comme on est en train de le lire, comme on l'a lu depuis le début, les queers face à la norme hétéro, les personnes racisées face à la suprématie blanche, en fait, hein, c'est de ça qu'il s'agit, les personnes handicapées et neuro-atypiques face aux personnes, au système valide qui a comme norme le validisme, etc., quoi. Toi, tu te permets de les nommer, oui, parce que t'es. Parce que. Bah, t'as raison, hein, genre le PS. Mais il y a d'autres personnes que si je les nomme, ça sera un petit peu plus controversé. Je suis sûr qu'elles se disent de gauche, mais ne croient pas à la lutte des classes. Ce qu'ils ne font pas. Aux luttes par la lutte, voilà. Oui, voilà, genre le PS. Ou des partis qui virent totalement à droite, hein. Le PS, dont tu viens de citer, que j'ai aucun complexe, hein, à dire des noms. C'est juste que je préfère éviter de le faire pour pas rentrer. Je préfère critiquer un système qu'une personne, quoi. Mais ouais, ce genre de parti qui vire totalement à droite, hein, qui manifeste avec les flics et le FN, et puis après qui vont se dire barrage à l'extrême droite, votez pour nous, on est la solution, qui vont te faire culpabiliser si t'oses pas voter, comme les 2 tiers de la population. Et oser encore faire culpabiliser les 2 tiers de la population, c'est un aveu d'échec et avouer être totalement hors sol, en fait. Bon, c'était une très longue parenthèse, je vais essayer de continuer. Après, je sais pas s'il a. Ah, une citation de Guy Debord. Ok, c'est intéressant ça. Ah, il reste un peu moins de 10 pages, donc je peux finir ça. Et après, c'est un addendum, donc c'est des trucs qui ont été rajoutés pour l'édition 2020. Mais je peux juste vous inviter à les lire par vous-même si vous le pouvez. Je suis désolé que vous puissiez pas forcément vous l'acheter ou le voler. C'est un peu dangereux quand même de voler des trucs. Moi-même, j'ai jamais fait, donc parce que je sais que je me ferais choper. Je suis vraiment trop mauvaise. Ah, il y a un passage qui m'intéresserait peut-être. Ah oui, il y a un passage que je vais lire, que je terminerai sur un autre truc qui fait écho avec ce qui s'est passé à la Pride de Paris. Et on terminera là-dessus. Et après, on pourra commencer la lecture de la biographie d'Emma Goldman lundi prochain. Alors, là, on a une longue citation des notes préliminaires sur les modes de reproduction. Donc, nous sommes celleux qui cherchent à détruire l'ordre social dont nous avons été exclus. Nous sommes celleux qui cherchent à mettre fin à notre emprisonnement. Nous sommes celleux qui détestent le capitalisme genré et l'hétéronormativité. L'hétéronormativité, donc j'essaie d'être
on m'a fait la remarque que c'était un peu compliqué ce dont je parlais. Donc, l'hétéronormativité, c'est le fait d'imposer l'hétérosexualité comme une norme. Mais pas que l'hétérosexualité, aussi le fait les personnes non trans les considérer comme la base, etc. Enfin voilà, une sorte de... C'est un peu le prolongement du patriarcat, en quelque sorte. C'est un peu le patriarcat, mais appliqué à tout ce qui n'est pas hétéro, etc. Notre position est à l'unisson de notre expérience vécue. Notre compréhension de nous-mêmes et notre position appellent nos ennemis par leur nom. À un moment initial et crucial, il y a fort longtemps, les femmes se sont imposées en tant qu'êtres existantes. Plutôt que de plonger dans le monde moniste des hommes, dans le néant, d'où elles étaient venues. À un autre moment, le prolétariat a lutté pour obtenir sa libération autonome de la bourgeoisie, plutôt que de détruire la bourgeoisie et s'autodétruire complètement. Et là on voit comment ça rejoint la lutte des classes en fait. La lutte des classes et les luttes contre les oppressions, c'est pareil. Faut, au lieu d'essayer... En fait la lutte des classes, si c'est juste on fait pareil sans les patrons, moi j'en veux pas de la lutte des classes. Patriarcat. L'hétéropatriarcat, exactement, voilà, c'est un petit mélange, mais voilà, j'ai essayé d'être plus simple pour pas utiliser des mots simples plutôt que faire un agglutinement, enfin des mots ensemble et tout. Et donc là, voilà, genre la lutte des classes, si c'est juste pour renverser la bourgeoisie, mais faire du prolétariat la classe qui va dominer le monde, et du coup continuer à construire plein de bagnoles alors qu'on a déjà dépassé le milliard de bagnoles sur Terre, j'en veux pas. Et pareil, du coup, au lieu de vouloir intégrer les homosexuels et les transgenres, ou transsexuels, parce qu'il y en a qui se définissent encore comme transsexuels aux États-Unis notamment, même si c'est de moins en moins, dans la norme patriarcale, moi j'en veux pas, je veux mettre fin au patriarcat, je veux mettre fin à la société de classe en tant qu'anarchiste et que queer et que féministe. Mauvaise idée ça, oui. Voilà, pareil dans le syndicat révolutionnaire dans lequel je fais partie, on essaie de le rappeler à chaque fois, ce genre de choses-là, parce que c'est une dérive qui va forcément arriver si on est syndicaliste, c'est qu'on risque d'être un organe co-gestionnaire et essayer de vouloir faire une révolution qui n'aboutira pas, qui ne sera pas réellement émancipatrice, comme c'était le cas lors de la révolution de 1936 par exemple. Tout brûler le patriarcat-capitalisme. Un mélange entre capitalisme et patriarcat, oui, exactement. Bref, j'arrête pas de faire des parenthèses là, bref. Sur la scène dressée par l'ordre présent, la force queer s'affaire à la prolifération des identités plutôt qu'à leur négation absolue. Fin de citation. Grission. Non, j'ai pas dit le mot qui te permet de dire ça. Je crois que c'est comme Jacques a dit. J'ai pas dit Jacques a dit. Attention, j'ai pas... Bon, je te le fais quand même, par politesse. Voilà. Mais j'ai pas dit Jacques a dit, hein, attention. J'ai dit, justement, j'ai fait exprès de faire... je fais beaucoup de parenthèses, comme ça, voilà. Trêve de parenthèses, donc. Et pas de charentaise. Oh là 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 là. Désolé. Alors que les perspectives marginales sont peut-être en mesure de comprendre Bashback, qu'à travers la logique de l'identité, je l'envisage comme une série d'expériences vers l'effondrement de l'identité. De la même manière que les émeutes à la mémoire d'Oscar Grant à Oakland, en Californie, ont créé des alliances improbables contre l'ordre racial, Bashback a aussi entraîné une série d'attaques matérielles contre toutes les positions de sujets dans la matrice de l'identité hétéronormative. Beaucoup de celles qui s'étaient initialement engagés dans le projet ont été séduits, eux, par son caractère guerrier. Les hétéros se sont retrouvés à détruire le genre aux côtés de freaks dégenrés de tous bords. Beaucoup se retrouvèrent délestés de leur ancien attachement subjectif à l'hétérosexualité. Les queers et toutes celles à qui on a assigné un statut de victime dès la naissance se sont engagés dans une pratique de refus de la victimisation, et ce faisant, ont refusé le principe fondamental de leur rôle dans la société sexiste. Ban Anartube. Ah, c'est ma blague charentaise parenthèse charentaise qui vous a... qui vous a trigger, excusez-moi, j'arrêterai les blagues de merde alors, hein, si c'est comme ça. Hein. Si vous voulez qu'on reste sur un stream chiant où on fait que dire des trucs tristes et qu'on pleure, tu n'as pas d'humour, chaton. Ça mérite le slash ban, rien que ça, je veux me banner moi-même. Ça va devenir un réseau réellement autogestionnaire, mais chaotique, puisque du coup il y aura
Aucune modération parce que sur Twitch, qu'est-ce qu'elle dit sur les charentaises? Je sais même pas ce que c'est une charentaise, c'est pas des godasses, non? Attendez. Pourtant, je kiffe les godasses, j'en ai des dizaines chez moi. Que je mets jamais par peur de me faire outer. Ah ouais, non, c'est dégueulasse, c'est des sortes de chaussons, ok. Moi, j'aime bien les blagues pourries. Ok. Pantoufle. Non, moi aussi, je veux des blagues pourries. Fais gaffe, c'était qu'une parenthèse. Une charentaise égale habitante de Charente. Oh là là là. Mais en fait, je suis sûr que c'est même pas une blague en fait, parce que je suis sûr que ça existe. C'est vraiment le gentilé de la Charente. Je suis sûr que c'est vraiment le nom qu'on donne aux personnes qui habitent les Charentes. Et que du coup, c'est pour ça qu'on appelait ça les Charentaises, parce que c'était porté là-bas. Je suis à peu près sûr que c'est. On va faire une blague bloc. Oh là là, c'est une variété de vaches. Et ça tient chaud, bah oui, tout à fait. Ouais, mais je suis sûr que c'est une blague. Ok, ok. En fait, vous venez pas du tout pour les textes queer anarchistes, vous venez là pour les blagues nulles. La théorie insurrectionnelle nous dit qu'un processus insurrectionnel est basé sur l'attaque et l'expérimentation afin d'ouvrir la voie de l'anéantissement de la société. La théorie queer nous dit que queeriser est un verbe, un processus qui problématise et annule continuellement les rôles normatifs. Je situe Bashback à l'intersection de ce processus et je les envisage comme indissociables. Si, on vient pour les deux. Oui, tout à fait, bah oui. Non, mais j'en suis, c'est pas une blague en fait. Je suis sûr que c'est pas une blague, bah oui. Est-ce qu'il y a une citation de bord là? Ah non, c'est pas tout de suite, c'est après. Ah non, c'est même pas du tout. Ah si, c'est bien plus loin. Ok. Ok. Je suis trop fan des situationnistes, même si c'était beaucoup de gros connards de grands connards et de grandes connasses. La blague et la lecture. Bof is good. Ah, j'ai pas la ref. Anarchie queer après le gauchisme, donc un autre chapitre. Je salue les nombreuses réussites de Bashback. Mais pour moi, son plus grand succès reste la façon dont elle démontre la possibilité d'une anarchie queer aucunement attachée aux dinosaures du gauchisme queer. Les queer radicals vont inlassablement critiquer les réformes, l'État et les organismes à but non lucratif. Et pourtant, au final, leur politique met toujours l'accent sur différents problèmes qui nécessitent une réforme, des exigences différentes vis-à-vis de l'État et la même rhétorique usée, la même dépendance exaspérante envers le complexe industriel à but non lucratif. Bashback ne se souciait guère de tout cela. C'est un mème. Beau, l'utile et l'agréable. Ok. Bah justement, j'essaie de rendre le truc un petit peu accessible et pas trop ennuyeux, quoi. Afin d'expliciter cette forme d'antipolitique queer, je vais brièvement évoquer Selma James et sa préface à l'ouvrage de Maria Rosa Dalla Costa, Le pouvoir des femmes et la subversion sociale. Aux éditions Adversaire à Genève en 1973. James identifie deux tendances dominantes au sein du mouvement des femmes des années 70. D'un côté, les hommes marxistes qui se trouvent être des femmes, et de l'autre, les militants honteux de la condition féminine. Les femmes du premier camp réitèrent simplement la ligne du parti, mais sans référence spécifique à la situation des femmes dans le système capitaliste. Les femmes du second camp se concentrent sur tel ou tel problème qui concerne les femmes, mais sans accuser le capital en soi en tant que relation sociale que notre lutte cherche à détruire. Tendance domina? J'ai pas la ref du tout, je suis désolé. La position de James Dalla Costa et d'autres autonomistes féministes est de rejeter ces deux positions en quête d'une analyse du capitalisme spécifiquement ancrée dans la position des femmes en son sein, pour mieux découvrir comment le mener à sa perte à travers cette position. Bien qu'il faudra formuler de sérieuses critiques à l'encontre du marxisme autonome, ainsi que les notions essentialistes de la catégorie de femmes et des femmes et de leur position au sein du capitalisme, la méthodologie autonomiste est ici utile. Suivant la tradition de Selma James, je voudrais distinguer deux grands courants d'activité queer. D'une part, les anarchistes qui se trouvent être des queers, de l'autre, les queers qui militent sur des problématiques queer. Pour comprendre Bashback, on pourrait tout d'abord reproduire l'affirmation de Crime-Think selon laquelle ce type d'activité, entre guillemets, a une orientation queer, ou encore l'ignorer complètement. Envisager Bashback en l'inscrivant dans la seconde tendance, c'est la rabasser au niveau de Gay Shame et de son théâtre de rue qui vise certains problèmes et l'obtention de réformes. Nous rejetons ces deux conceptions.
Bashback doit être comprise comme une tentative concrète de critiquer la société du point de vue de l'expérience queer, puis de trouver des méthodes d'attaque qui découlent de cette position. Ainsi, Bashback est la réponse queer au féminisme autonomiste. Les expériences peuvent être classées en 2 grandes catégories. La première consiste à ouvrir un espace queer au sein de l'action de confrontation. La seconde consiste à appliquer des stratégies insurrectionnelles à la lutte quotidienne intrinsèque à la vie queer. Et là, on rejoint un truc, alors je fais une petite parenthèse encore, on rejoint la critique de la vie quotidienne. En fait, là c'est encore ce que les situationnistes ont apporté, selon moi, à la théorie de la révolution, plutôt à la stratégie de la révolution, un peu un mélange des deux, on va dire. C'est la théorie et la pratique aussi, du coup, c'est une critique de la vie quotidienne. Pas que se cantonner à critiquer un système et tout, mais aussi se baser sur la vie quotidienne. Déjà pour toucher le plus de monde possible, parce que ça touche tout le monde, hein. Quand on dit ton billet de banque, il représente le travail que tu as fait, donc la sueur de ton front et le sang des gens qui ont souffert, etc. Mais c'est aussi un moyen de toucher aux tripes, aux émotions, et évidemment d'avoir une subjectivité, donc d'avoir une expérience subjective qui va avoir, selon moi, plus de vérité qu'une certaine forme d'objectivisme, une forme objective de bouquins froids de gens qui n'ont pas vécu la chose réellement. Et ça, on en a déjà parlé avec Sheraz la dernière fois pour lancer cette série d'émissions. Et on en reparlera le 10 juillet avec Jolene et Ayla. Fin de parenthèse personnelle. Des exemples de la première stratégie seraient les barricades queer lors du congrès national du Parti républicain, les émeutes du G20, les attaques en solidarité avec d'autres luttes en insurrection, etc. La seconde est illustrée par les attaques contre les agresseurs de queer, les maisons de meurtriers incendiées, la diffusion d'informations sur l'autodéfense, la distribution de bombes lacrymo, les centres squattés pour jeunes queers et les soirées où les queers dansent avant de vandaliser des voitures de police. La synthèse de ces catégories est le début d'une pratique de vie et de lutte que j'appelle autonomie queer. Je voudrais prendre un instant pour souligner que cette anarchie queer qui succède au gauchisme doit aussi impliquer une rupture totale avec la logique militante. Dans un contexte, et ça aussi ça rejoint un peu le situationnisme, on va revenir peut-être, dans un contexte où les anciens et anciennes partisans en eux du lifestylisme s'en sont éloignés, Bashback est un retour à l'hyper-lifestylisme. Alors en note de bas de page, on explique. Lifestylisme, c'est l'anarchisme érigé en mode de vie, et séparé du reste de la société, en opposition à l'anarchisme social. Je refuse de voir la vie queer comme secondaire à la politique queer. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est de documenter, d'explorer, d'articuler une antipolitique qui prend la vie elle-même comme son domaine de lutte. Là, toujours la critique de la vie quotidienne et la pratique de la vie quotidienne radicale. À cette fin, Bashback a réussi à localiser les crises au sein de la vie de ses participants eux et à agir matériellement pour résoudre chacune d'entre elles. Les queers avaient besoin d'un logement, de moyens d'autodéfense, de belles choses et de plaisir. Par conséquent, elles ont squatté les maisons, communisé des armes et se sont entraînées ensemble, ont pillé autant que possible et organisé des fêtes, des émeutes et des orgies. À ce stade, toute lutte qui n'implique pas immédiatement les vies de ses participants eux est vouée à l'insignifiance, raison pour laquelle il s'agit de faire une critique radicale de la vie quotidienne, une critique qui est aussi pratique. On peut voir que ces développements sont en plein essor à ce jour. Squat queer, auto-organisation des travailleuses du sexe, gang de rue queer, gang transgenre en prison, contingent queer dans les manifs militantes, manifs qui partent d'occupation et auto-réduisent le prix de l'entrée en arrivant en soirée. On peut imaginer comment ces stratégies pourraient être déployées alors que tant d'aspects de la vie au sein du système capitaliste sont en crise. Lorsque les traitements contre le sida ne sont plus subventionnés, c'est un appel à de nouvelles formes d'expropriation. Alors que pour beaucoup la famille nucléaire n'a pas une option de repli, la crise va forcer les queers à forger de nouveaux modes de vie non familiaux et collectifs. Alors que les groupes réactionnaires commencent à s'affirmer dans la rue, les queers vont riposter avec de nouvelles armes et autres formations d'autodéfense. Alors que la société se délite, nous allons découvrir des moyens toujours plus décadents pour repousser les limites de la contradiction et dynamiter la rupture. Le véritable tournant antisocial de la théorie queer, c'est le chapitre suivant. Et là, on a une longue citation de Guy Debord dans son œuvre majeure, La société du spectacle, c'est les thèses de la société du spectacle. Donc, thèse 123. Désolé, ça va être très compliqué parce que Debord est pas accessible.
C'est pas grave si on comprend pas tout de suite. Si vous voulez vraiment qu'on cherche à comprendre ensemble, n'hésitez pas à le manifester dans le chat. C'est vrai que c'est mieux quand on comprend, c'est sûr. Mais c'est pas le plus important, c'est juste une citation pour illustrer la suite. Donc rassurez-vous, c'est pas grave si on comprend pas. La révolution prolétarienne est entièrement suspendue à cette nécessité que, pour la première fois, c'est la théorie en tant qu'intelligence de la pratique humaine qui doit être reconnue et vécue par les masses. Elle exige que les ouvriers deviennent dialecticiens et dialecticiennes et inscrivent leurs pensées dans la pratique. Ainsi, elle demande aux personnes sans qualité bien plus que la révolution bourgeoise de demander aux personnes qualifiées qu'elle déléguait à sa mise en œuvre. Car la conscience idéologique partielle édifiée par une partie de la classe bourgeoise avait pour base cette partie centrale de la vie sociale, l'économie, dans laquelle cette classe était déjà au pouvoir. Le développement même de la société de classe, jusqu'à l'organisation spectaculaire de la non-vie, mène donc le projet révolutionnaire à devenir visiblement ce qu'il était déjà essentiellement. Thèse 124. La théorie révolutionnaire est maintenant ennemie de toute idéologie révolutionnaire. Elle sait qu'elle l'est. Fin de citation de Debord. Pas accessible, vraiment. Alors, moi j'ai déjà lu au moins 2 ou 3 fois ce bouquin, puis j'ai vu le film peut-être 2 fois. Donc, pour moi c'est à peu près clair, et puis j'ai lu d'autres textes qui m'ont permis de mieux le comprendre. Donc pour moi c'est clair, mais je vais faire un effort pour les gens pour qui c'est pas forcément clair. Je vais le relire et je vais essayer d'expliquer en termes les plus simples possibles, phrase par phrase. Et après l'intégralité du truc en conclusion. Si ça vous va. Donc thèse 123, la révolution prolétarienne est entièrement suspendue à cette nécessité que, pour la première fois, c'est la théorie en tant qu'intelligence de la pratique humaine qui doit être reconnue et vécue par les masses. Quel film ? Il a fait un film qui s'appelle La Société du spectacle, dans laquelle il développe sa théorie de la société du spectacle, qui a écrit dans le livre en fait, c'est plus ou moins la même chose. Il dit, je crois même que c'est... Donc, thèse 123. La révolution prolétarienne est entièrement suspendue à cette nécessité que, pour la première fois, c'est la théorie en tant qu'intelligence de la pratique humaine qui doit être reconnue et vécue par les masses. Alors pour vous expliquer cette phrase, je vais vous la dire à l'envers. La théorie en tant qu'intelligence de la pratique humaine, c'est-à-dire que la théorie, bon, pour moi ça me paraît explicite, mais en gros la théorie sert aux masses, je crois, mais c'est pas sûr. Si c'était une rêve. En gros, la théorie sert aux masses pour réfléchir sur la pratique. Voilà, basiquement, il n'y a rien de très original à dire, mais le début de la phrase dit que la révolution prolétarienne, donc le moment où les prolétaires vont abolir la société de classe, dépend justement de cette nécessité, en fait, que la théorie permette de réfléchir sur la pratique. Voilà. Ensuite, phrase suivante. Elle exige que les ouvriers et ouvrières deviennent dialecticiens et inscrivent leurs pensées dans la pratique. Donc en gros, dialecticien, bon c'est un mot un peu compliqué, mais en gros c'est juste une combinaison de la pensée et de la pratique. Voilà, basiquement. De la théorie de la pratique, de la réflexion et de sa pratique, et de la pratique de la réflexion, etc. Une sorte de mélange, voilà, indissociable. On peut pas faire l'un sans l'autre. Ainsi, elle demande aux personnes sans qualité bien plus que la révolution bourgeoise ne demandait aux personnes qualifiées qu'elle est déléguée à s'y mise en œuvre. Donc là, en gros, le niveau d'exigence est supérieur, bien supérieur, que lors de la révolution bourgeoise. En France, c'était 1789 et 1848, par exemple, et dans d'autres pays, c'était d'autres époques. 2 points. Car la conscience idéologique partielle édifiée par une partie de la classe bourgeoise avait pour base cette partie centrale de la vie sociale, l'économie, dans laquelle cette classe était déjà au pouvoir. Que ces actes correspondent à ces valeurs, en fait, non. Ouais, c'est pas vraiment ce qui est dit, en fait. C'est plus que ça parle pas forcément de valeurs morales, tu vois, ou de valeurs tout court, tu vois, ou d'éthique. Ils s'en fichaient un petit peu de Debord et les situationnistes en général. C'est plus dans le sens théorie de la révolution, pratique de la révolution. C'est 2 choses qui vont ensemble. On peut pas faire l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de... D'ailleurs, c'est 2 termes pour dire la même chose pour certaines personnes, tu vois. Il y a des gens qui parlent de pratique et de pratique théorique. Pour eux, tout est pratique et tout est théorie à la fois, quoi. Ça n'a pas vraiment à voir avec les valeurs et tout ça.
Même si évidemment le but c'est aussi d'être... ils préfèrent employer le terme de subjectivité radicale, c'est-à-dire être des personnes qui vont exprimer, qui vont ressentir de manière subjective, sans intermédiaire capitaliste, et exprimer de manière subjective, sans intermédiaire capitaliste, leur souffrance et leur révolte. Et du coup, ça va être une critique radicale. C'est ça la subjectivité radicale. Pardon, c'est trop pointu pour moi, désolé si ce n'est pas le moment de demander ça, mais qu'est-ce que vous conseillez pour débuter comme source pour apprendre à comprendre les mouvements queer et leurs revendications? La phrase suivante, en gros, ça veut dire que... Ah là, j'ai pris énormément de temps, il est déjà minuit et demi, la vache. En gros, la bourgeoisie avait avait créé une sorte d'idéologie dans laquelle... Cancel Nirilou qui aime pas l'humour. Non, jamais d'avis, je cancel Nirilou. En gros, ils avaient créé une catégorie idéologique dans les révolutions bourgeoises qui était l'économie, en gros, et en gros, la bourgeoisie était au pouvoir de l'économie. Voilà. Ensuite, la phrase suivante, le développement même de la société de classe, jusqu'à l'organisation spectaculaire de la non-vie, mène donc le projet révolutionnaire à devenir visiblement ce qu'il était déjà essentiellement. Alors, pareil, je crois qu'il faut le lire à l'envers aussi pour le comprendre. J'ai même une amie qui pratique l'humour, je suis pas humorophobe. Oui, d'accord, donc la société de classe se développe au sein de la modernité, on va dire, au sein du capitalisme, en le spectacle de la non-vie. C'est-à-dire qu'on va filmer des gens qui ont quelque chose qui ne ressemble pas à une vie dite subjective. On va montrer de la télé-réalité, on va faire un reportage sur le sourire le reportage sur la reine d'Angleterre, ce genre de choses-là, des gens qui n'ont pas une vie, on va dire subjective, qui ont une vie dite spectaculaire, mise en scène, etc. Là, je peux pas trop expliquer, il faudrait lire tout le reste du livre, et que je vous recommande pas si vous commencez comme toi d'ailleurs, Arter, Reynald, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, ce développement de la société de classe ne fait que rendre de plus en plus visible ce projet révolutionnaire. Voilà, basiquement, par contradiction, ça devient de plus en plus évident que voilà, il y a une réelle critique radicale. La thèse 124 dit en une phrase, donc, la théorie révolutionnaire est maintenant ennemie de toute idéologie révolutionnaire. Et elle sait qu'elle l'est. Donc là, il est en gros en train de dire que la théorie... J'avais pas fait le lien spectaculaire, spectacle. Mais oui, c'est ça, la société du spectacle, il critique pas le fait de faire des spectacles tout court, genre du théâtre et tout ça. Et lui-même, il a fait des films, hein, il a fait du cinéma et tout. Il critique la société qu'il appelle le spectacle, c'est-à-dire un ensemble de systèmes sociaux qui mettent en scène un peu la propre vie des gens, qui font que les gens sont spectateuristes de leur propre vie, en quelque sorte, plutôt que de la produire. Tu reprendras au début, merci pour live. Ça marche, d'accord. Et donc, en gros, il dit... En gros, là, il oppose juste théorie révolutionnaire et idéologie révolutionnaire. Parce que idéologie, pour Debord et les situationnistes, c'est quelque chose de figé qu'il va falloir respecter jusqu'au bout comme un dogme. Voilà, basiquement. Et la théorie révolutionnaire, c'est qu'elle est révolutionnaire. Et qu'elle est ennemie de toute idéologie révolutionnaire. Voilà. Fin de citation, très longue explication parce que c'est long à expliquer. Je ferai peut-être une ou deux émissions à part sur la société du spectacle. On essaiera de comprendre ensemble quand on a lu Le Capital. Ce sera peut-être le prochain follow goal, lire la société du spectacle ensemble. On va pouvoir continuer et terminer parce que c'est bientôt fini. Celles qui restent à la page de la théorie queer universitaire seront sûrement au courant du soi-disant tournant antisocial, entre guillemets, de la théorie queer. Il semble que la nouvelle tendance chez les universitaires queer est la concentration sur la négativité queer, la critique de la société et le rejet de la politique traditionnelle. À une époque où la société elle-même est en train de s'effondrer, alors que des quantités sans précédent d'êtres humains reconnaissent qu'elles n'ont pas d'avenir, référence à No Future, le slogan punk, et agissent en conséquence, nous devons appeler cette tendance académique par son nom, récupération. Un idiot essaie de fonder sa thèse sur les émeutes queer du G20. Judith Butler prononce un discours lors d'une conférence à la New School sur l'anarchisme queer, entre guillemets. Jack Halberstam cherche à valoriser le négatif et à définir le tournant antisocial.
Une classe de l'Université de Californie est appelée queer criminel, entre guillemets. L'instructrice dénonce pourtant l'activité d'insurrectionnaliste sur ce même campus. Les universitaires se bousculent pour prendre le train de la négativité en marche. Et là, on voit les gens on voit les vautours qui capitalisent sur les luttes. Hein. On vous voit, hein, les gens. Il y en a en France, il y en a sur les réseaux. Ils sont partout. Chacune s'approprie l'activité des insurgés pour servir le développement de sa propre carrière. Et elles prennent les activités antisociales et les utilisent pour reproduire l'université comme menteur central de la société. C'est l'ultime trahison. Par la théorisation de l'activité de Bashback, mon ambition est de visibiliser de véritables assauts queer contre l'ordre social. Attention, tu cites MLP. Je détourne MLP. Et moi, quand j'entends MLP, je pense à My Little Pony. Donc attention, hein, à pas confondre. Ce faisant, cette anthologie devrait clairement dénoncer celles pour qui la négativité et la révolte sont une simple question d'image. L'insurrection queer exige que chacune d'entre nous devienne une théoricienne. D'où la citation de Guy Debord où il faut être théoricienne plutôt que idéologue. Plus important encore, elle exige que le tournant antisocial contre la société reste dans les rues. Notre révolte et notre théorie doivent être inséparables de notre vie quotidienne. À cette fin, Bashback peut être lu comme une tentative d'exproprier la théorie queer de l'université pour la remettre au service de la révolte queer, pour dynamiter la distinction entre la théorie et la vie. Pour mieux organiser ce livre, nous avons séparé les textes entre essais et communiqués. Dans une large mesure, il s'agit d'une dichotomie, donc dichotomie c'est quand deux choses sont opposées entre elles, sans fondement qui ne décrit pas l'activité de Bashback avec exactitude, puisque Bashback n'a jamais fait de distinction entre ses théoriciens N et ses combattants T. Au contraire, il a cherché à queeriser cette distinction pour ouvrir une praxis, donc une pratique, hein, ça veut dire une pratique, où la théorie est incarnée dans l'activité même de celles qui théorisent. Un livre qui déclare nos futurs n'a que des mots à offrir. Une émeute qui fait la même déclaration fait un pas de plus vers l'insurrection. Mort à l'université. Tegan Adeli, automne 2011. Note de bas de page. Note de bas de page n'est pas intéressante. Poney, t'es en forme. Ok. Et du coup, on va s'arrêter sur un texte qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il fait vachement écho à ce qui a lieu à Paris lors de la dernière marche des fiertés. Et le reste des textes, ça me crève le cœur. T'aimes beaucoup ce que tu lis? Ah d'accord. Bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment ça. J'aime. Ah, c'est le mort à l'université qui vous a plu à ce point, la vache. Ok. Donc du coup, je vais lire ce texte qui fait quand même 400 pages, hein, mine de rien. Et ça me fend le cœur de pas lire les autres textes. Mais il faut bien que... Voilà, ça fait déjà 2 heures qu'on est en live. J'ai un autre live à remettre sur YouTube en rediffusion. Et j'ai celui-là aussi à mettre en diffusion. Donc je vous invite à lire la suite, évidemment, si vous voulez. Bref. Laissez parler les femmes trans. Droit de réponse au camp trans 2011. De la part d'un crew de connasses. Donc crew, c'est un groupe. C'est-à-dire un groupe en anglais familier. De connasses totalement artificielles. 14 août 2010. Lors du camp trans 2010, un mécanicien a menacé des personnes trans verbalement et physiquement devant l'entrée du Michigan Women's Music Festival, festival de musique à la transphobie notoire qui se déroule sur plusieurs jours. Les organisatrices du Mitch Fest ont défendu l'agresseur et l'ont fait entrer dans l'enceinte du festival pour le protéger des queers en furie. Au cœur de la nuit, des fairies, donc littéralement les fées, c'est-à-dire des grandes folles, tarlouses, voire aussi radical fairies. Ah, le fameux Womin. Je sais pas ce que c'est Womin. Ouais, bah apparemment c'est un festival transphobe, ok. Pour protéger les queers, ont défendu l'agresseur et l'ont fait entrer dans l'enceinte du festival pour le protéger des queers en furie. Au cœur de la nuit, des fairies, donc, ont détruit la sono de la grande scène du festival, vandalisé la cuisine collective, et l'espace babysitting, où sont retranchés les petits garçons, et crevé les pneus du membre de l'orga. Ce texte est une réponse à l'orga du camp trans, qui a condamné ces représailles et menacé de balancer les auteurs présumés à l'orga du Mitch Fest.
Pour parler des meufs cis. Ah d'accord, un festival transphobe. Ouais, apparemment. C'est pas le thème, la transphobie, mais c'est organisé par des personnes transphobes. Non, c'est pas des masculins, c'est des femmes. C'est souvent des femmes cisgenres, du coup, des femmes pas trans, quoi. Nos nerfs de connasses sont à vif. Nous sommes sortis blessés ou au bas mot blasés de la semaine qui vient de s'écouler. Ce texte est un bref récapitulatif des hostilités dont le camp trans a été le théâtre cette année et des discussions que cela a engendrées. Nous n'avons pas peur du conflit, et il s'agit pour nous de tenter d'analyser la bataille rangée qui a éclaté au camp trans. Des terfs. J'aurais dit des farts même. Notre histoire pourrait commencer il y a fort longtemps, mais contentons-nous de dire que le Michigan Women's Music Festival, en réservant le droit d'entrée aux femmes nées femmes, je cite, était un désir féministe de s'ériger en police du genre, juge et partie de ce qui constitue un corps, entre guillemets, à ces femmes, afin de construire une sororité, entre guillemets, en rupture avec le patriarcat, dont le pouvoir politique est apparemment au bout du pénis. À ses débuts, le camp trans était une communauté, entre guillemets, de soutien pour l'inclusion des meufs trans dans ce festival virulemment transphobe, sous la banderole « Il y a de la place pour tous les genres de meufs ». Les événements de la semaine dernière s'inscrivent dans cette histoire. Le conflit éclate lors de la veillée annuelle aux portes du Mitchfest. On demande gentiment à un dépanneur d'éteindre son moteur alors que l'historique du camp nous est conté. Il réagit en menaçant de mort deux personnes trans, mais genre agressivement une femme trans, et finit par brandir une grosse chaîne de traction en menaçant de tuer toutes les personnes trans qui sont venues en aide à leurs amis. Les employés du Beachfest font barrage entre les membres du camp et le dépanneur tout en louant sa bravoure. À bien des égards, il n'y a là rien de nouveau pour celles qui défient chaque jour la violence de genre de la société. Le conflit ne repose pas sur cette confrontation, mais plutôt sur la réponse apportée à cette attaque transphobe par le reste de la communauté du camp trans, entre guillemets. En début d'AG, donc d'Assemblée Générale, il a été demandé de réfléchir collectivement à l'impact traumatisant, entre guillemets, des cris agressifs, entre guillemets, et de l'énergie violente, entre guillemets, de celles qui avaient défendu bec et ongle leurs amis. En l'occurrence, presque exclusivement des femmes trans ou des personnes genderqueer. Contre la violence patriarcale. Alors que les personnes menacées de mort souhaitaient une réponse immédiate, l'Assemblée Générale, au consensus, différa puis refusa la prise de décision sous prétexte que, je cite, « la situation mettait les femmes trans mal à l'aise ». Fin de citation. Cela aboutit à la création d'une commission femmes trans, entre guillemets, qui exprima leur intention d'intégrer le Mitchfest en y construisant leur propre camp, alors même qu'elles avaient été témoins de l'atteinte à la vie de meufs trans et de l'absence totale de réaction de la part du Mitchfest. Lorsque d'autres meufs trans du camp ont dit leur indignation face à une telle complicité avec ces violences, une autre campeuse cria « Laissez parler les femmes trans !» Fin de citation. L'autre texte s'inscrit dans ce contexte de silenciation. Tandis que la voix des femmes trans s'est exprimée, donc c'est une organisation, la voix des femmes trans, nous, quelques-unes des meufs trans abjectées et artificielles, sommes encore et toujours discursivement effacées de la conversation, sacrifiées sur l'autel des politiques de l'identité, point. Mais c'est fini, on ne va plus fermer notre gueule. Caca. Non mais si tu veux dire ça de manière plus subtile, dis fart, F-A-R-T. Ça veut dire féministe, c'est quoi? Feminist Appropriating Reactionary Transphobes. Ça veut dire des transphobes réac qui s'approprient le féminisme. Et du coup, ça leur nie leur caractère, fart du coup, c'est-à-dire prout. Et ça nie leur caractère féministe du coup. C'est-à-dire que ce ne sont pas des féministes. Elles s'approprient des thèmes féministes pour se masquer derrière leur extrême droite en fait, derrière leur transphobie et leur réactionnaire. En définitive, pour nous, ce qu'il s'est passé au camp trans de cette année n'est qu'un nouvel exemple de l'échec des politiques de l'identité et de leur corollaire, la communauté. Et là, ça rejoint la critique qu'on a fait tout à l'heure. La critique de l'identité, donc du nationalisme, l'universalisme abstrait et tout. Nous y voyons de nouveau à quel point la communauté sert d'appareil de récupération de la potentialité de la lutte radicale. On était là, on a tout vu, quand les voix trans féminines les plus réactionnaires et intégrationnistes ont soi-disant parlé pour la majorité des femmes trans du camp, je cite, en voulant fermer les yeux sur l'agression transphobe pour mieux se joindre aux festivités du Mitchfest. Certaines ont même été jusqu'à dire en commission qu'elles voudraient, je cite, passer pour des femmes et les femmes ne sont pas violentes. Fin de citation.
Puis les rumeurs sont allées bon train. Ces meufs trans qui ne faisaient pas le choix du pacifisme face à une attaque transphobe potentiellement mortelle seraient secrètement, je cite, des hommes cis qui s'approprient du vécu des femmes pour justifier leurs attitudes violentes. Fin de citation. Oh, pardon, désolé pour le bruit sur le micro. Pour citer une obscure revue européenne, la violence existe pour nous comme ce dont nous avons été dépossédés et qu'il nous faut à présent nous réapproprier, que ce soit des mains de dépanneurs, de festivals de musique transphobe ou de celles qui cherchent à utiliser nos corps comme capital politique pour promouvoir les politiques de la gauche molle. Voilà en quoi c'est d'autant plus dégueulasse de faire de la capitalisation sur les luttes. Il y a trop d'enjeux à nous aligner encore et toujours sur l'activisme progressiste, on ne nous y prendra plus. L'activisme trans n'a permis aucune avancée vers la destruction de la terreur de genre. Nous sommes passés de la femme utérus à la femme niveau d'œstrogène, à la femme réaction passible et affectueuse face à l'oppression. Ainsi, le camp trans représente la nouvelle avant-garde du patriarcat, où les citoyens et citoyennes de la communauté remplacent le patriarche avec un grand P, et les hommes en tant que classe, en un seul mot, dans le rôle du flic pour mieux étouffer la résistance hors du cadre juridique et de police du genre, afin de garantir qu'une seule et unique voix des femmes trans s'exprime. On continuera à lutter corps et âme contre celles qui tentent de nous soumettre aux pires formes de violence de genre, que ce soit sur les terres sanctifiées du Mitchfest ou au sein de notre communauté, entre guillemets. Nous saurons dorénavant que la seule force à même d'anéantir ce qui nous gâche la vie repose sur l'amitié, l'affinité et le désir partagé de mettre fin à la domination. Nique l'essentialisme de genre, les âgés de récupération au consensus, le pacifisme féministe privilégié et des orgas où quiconque cherche à parler à nos places en usurpant la parole des femmes, des trans ou de n'importe qui d'autre. On va tout niquer. On est des sales connes, on parle en nos propres noms et on ne l'ouvrira plus que pour exprimer notre propre pouvoir, sinon rien. Soit t'es avec nous, soit tu dégages.